Comment se relever après avoir connu un dépôt de bilan, un arrêt d'activité, un rachat ou un licenciement? Est-ce que ce goût de revanche que certains ont dans la bouche n'est pas le carburant de la réussite? Et quand je dis ça, j'écris carburant avec un K, bien évidemment. Pour en parler, je vais vous présenter nos invités. Nous avons tout d'abord Francis Lelong, qui est le cofondateur de Sarenza.com, un site de commerce en ligne que vous connaissez tous, puisque c'est un site qui vend des chaussures et des vêtements fabriqués en France. Non, je déconne, il n'y a que la TVA qui est fabriquée chez nous. Le reste vient du Vietnam. Il y a aussi Isabelle Saladin, qui a fondé l'association des rebondisseurs, qui va nous expliquer dans un instant que cette association n'a rien à voir avec un club de basket. Ensuite, Henrifa Hassani Mz, j'espère que je l'ai bien prononcé. Parfait. La fondatrice de YouStart, qui est un réseau social destiné à proposer des solutions alternatives à l'échec entrepreneurial des personnes lancées seules, qui se lancent seules, bien évidemment. Christian Fournier est un avocat qui a participé à la conception de Carburant. Comme tout bon avocat, il facture à la minute, donc je vais essayer d'être bref dans mes questions. Philippe Levert est commissaire aux comptes, métier qui n'a rien à voir avec celui de commissaire de police. Le policier arrête les voleurs, Philippe arrête les comptes, c'est moins dangereux, quoique. Et enfin, nous aurons le directeur de ce magnifique lieu dans lequel nous sommes, qui est le Pâté Joliette Cinéma, puisque Pierre-François Duvat dirige cet établissement depuis son ouverture et même un peu avant, car il a participé à sa conception. Pierre-François était auparavant directeur du centre commercial Grand Littoral et il a eu un parcours professionnel toujours ascendant, sans aucune faute. Donc il est venu en observateur pour savoir comment il pourrait se casser la gueule et on va lui expliquer bientôt. Jérôme Tartin, président dirigeant de Carburant, et Nathalie Magdelaine, directrice marketing et développement, sont également parmi nous. Et donc, président dirigeant, ça veut dire que Jérôme gagne beaucoup plus d'argent que Nathalie. Ils sont chauds bouillants, nos intervenants, ils sont prêts à rentrer dans la mêlée. Je vais démarrer tout de suite avec le témoignage, le questionnement de Francis Lelong. Je précise que chacun d'entre vous peut entrer dans le débat quand il le souhaite, donc n'hésitez pas à vous interrompre, à poser des questions, compléter, rajouter, intervenez, contredisez-moi même si vous le souhaitez, mais avec modération car je suis susceptible. Francis, donc je le disais, tu as créé Sarenza.com, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que tu ne diriges plus cette entreprise puisque tu en as été débarqué, dépossédé, je ne sais pas quel terme employer pour ne pas te faire pleurer, par les actionnaires. Alors, première question, Francis, est-ce que Sarenza.com, tu le vois comme un succès ou comme un échec ? Je le vois forcément comme un succès. D'abord, c'est une très belle marque qui est connue de tous les Français aujourd'hui. Et quand je me remémore les motivations avec mes deux fondateurs à la création de Sarenza, pourquoi on avait fait ça? On avait tous l'ambition de créer une marque qui reste et d'essayer de lancer quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, puisque tout le monde nous avait dissuadé de lancer de la vente de chaussures sur Internet. C'était il y a quasiment 15 ans maintenant, puisque Sarenza fête ses 15 ans cette année. Donc l'idée était arrivée encore même 1 ou 2 ans avant le lancement officiel de la société. On est en 2002-2003. On est à une époque où le commerce électronique s'est complètement sabordé avec l'explosion de la bulle Internet, quasiment impossible de lever des fonds. Et on avait fait, pour la petite histoire, un sondage auprès de nos copines pour savoir si elles achèteraient des chaussures sur Internet. Et sur 100 réponses, toutes nous avaient dit que jamais elles achèteraient des chaussures sur Internet. Donc il fallait avoir un peu de folie, je pense. On l'avait tous les trois. Il ne faut pas écouter tout le temps les études alors. Il ne faut surtout pas écouter tout le temps les études, parce que les études, par définition, c'est comme un bilan. C'est malheureusement parfois fait par des gens qui regardent plus dans le rétroviseur que devant. Donc il faut au contraire essayer de changer cet état de fait. Après, on avait quand même aussi une chance, c'est que Zappos, notre concurrent américain, avait lui lancé la vente de chaussures 1 ou 2 ans avant. Il faisait déjà 100 millions de chiffre d'affaires à l'époque en vendant des chaussures sur Internet. Donc on avait un bon exemple, et je pense que sans l'exemple des Américains, comme ça arrive souvent, on aurait du mal à convaincre des investisseurs de nous suivre. Alors combien de temps pour toi ça a duré l'aventure? Alors ça a duré 5 ans, 1 an et demi. C'est vachement court, quoi. Ouais, c'est très court, mais ça nous a permis d'arriver quand même à un beau chiffre d'affaires, à prouver le concept, à avoir signé 300 marques. On a démarré avec 10 marques, et je vous citerai même pas les noms de ces 10 marques avec lesquelles on a démarré, mais c'était quasiment impossible de vendre des chaussures, personne ne les connaissait, et pourtant on a vendu des chaussures avec ces 10 premières marques. J'y suis allé hier, il y a Nike, tout le monde est là, et c'est nous qui les avons convaincus. Ils ne voulaient pas y aller, ils avaient peur de la concurrence du réseau de distribution physique, bien évidemment. On a eu affaire à bien évidemment une résistance au changement qui est habituelle, mais ce qu'il faut retenir de cette aventure, c'est qu'au final, le marché de la chaussure, grâce à Internet, s'est développé plus vite que sans Internet. C'est 2 à 3 points de croissance de plus pour un marché qui était moribond à l'époque, parce que
tout simplement, quand on a eu une expérience, et ce qu'on avait observé, c'est beaucoup d'observations d'abord, quand on a une expérience d'achat d'une paire de chaussures de marque en centre-ville, en province, avec la disparition des petits commerces, c'était souvent très difficile de trouver des produits tendance, mode pour des jeunes femmes. On entre dans la boutique, il y a trop de monde, c'est difficile de trouver un siège pour s'asseoir, il n'y a jamais la couleur qu'on veut, la pointure est plus dispo. Tous ces éléments-là, ces problèmes-là, vous ne les avez pas sur Internet. Donc, il faut garder en tête un élément qui est clé, c'est qu'il faut que l'expérience utilisateur soit meilleure dans le digital que dans le physique. C'est comme ça qu'on gagne dans le digital. Mais c'est pas frustrant de voir que tu viens de... Enfin, tu n'as eu que des obstacles au début. Et l'entrepreneur, du manière générale, a beaucoup d'obstacles. Et une fois que tu as créé ton marché, et c'est très court, 5 ans, je le répète, on te dépossède de ton jouet, quoi. Oui, on a été évincé, mais comme ça arrive à un certain nombre d'autres entrepreneurs, c'est un parcours que je ne suis pas le seul à avoir vécu. C'est lié aussi au mode de financement de ces entreprises, puisqu'on fait rentrer des investisseurs. Et donc, on a entre nous, effectivement, une répartition du capital qui fait qu'à un moment, les équilibres peuvent changer, les objectifs peuvent changer. On n'est pas tous forcément alignés à tous les moments. Et puis, on a aussi, nous, notre responsabilité en tant qu'entrepreneurs. Nous, les 3 fondateurs, ça a commencé par s'engueuler entre nous, donc forcément ça n'a pas aidé non plus à la fin, donc notre responsabilité elle est clairement partagée. Et puis à la fin, après des mois de bataille entre les investisseurs et nous, il a fallu se rendre à l'évidence qu'ils avaient pris le pouvoir et qu'il fallait passer la main. Et donc à ce moment-là, vous avez 2 choix possibles, c'est soit vous faites la politique de la terre brûlée, et les conséquences elles sont aussi pour la société et pour tous les collaborateurs et vos clients qui vous ont fait confiance, soit vous décidez de passer à autre chose, et à ce moment-là, vous mettez en avant l'intérêt social, et on est très heureux de ce qui est devenu ensuite Sarenza. La pire chose pour nous, c'est que les gens qui ont repris Sarenza après nous les plantaient, et ça n'a pas été le cas. Ils ont géré la société, ça a été vendu, ça a été revendu il y a 2 ou 3 ans maintenant, ça a atteint 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on est très heureux de ça, même si on aurait bien évidemment adoré continuer à vivre cette aventure, mais heureusement la vie continue. Il n'y a pas de jalousie, je fais un parallèle peut-être, je sais pas, qui est peut-être complètement idiot, mais comme ces joueurs qui ne sont pas sélectionnés en équipe de France, qui sont à la porte d'eux et puis qui ne sont pas emmenés par le sélectionneur en Coupe du Monde, quand ils regardent les matchs de l'équipe de France, ils ont envie qu'elle gagne, et il y en a un, je me souviens d'une interview qui a dit, moi non, franchement j'ai été tellement dégoûté de ne pas être avec eux que j'en venais presque à espérer qu'ils perdent pour dire voilà, ils avaient qu'à me prendre et on aurait peut-être gagné. T'as pas des fois cette vilaine pensée? Non, je pense que ceux qui se disent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'était l'esprit d'équipe, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas en équipe de France. Non, pas du tout, au contraire, moi j'avais qu'une envie, c'est qu'ils réussissent, même si bien évidemment je ne porte pas du tout dans mon cœur les gens qui nous ont évincés de cette société dans les conditions dont ça s'est fait. Il faut être très clair là-dessus. Maintenant, c'est notre bébé, on a envie de le voir grandir, et c'est pas parce qu'il grandit loin de nous que forcément on l'aime plus. Et Sarenza, ça restera pour moi une extrêmement belle aventure. On a appris énormément pendant ces 5 ans. On a fait des folies, on a créé quelque chose qui a bien grandi ensuite, et qui a permis aussi de se battre contre Amazon, contre d'autres sociétés, parce qu'effectivement les chaussures sont peut-être en partie faites au Vietnam, mais les impôts de Sarenza sont payés en France, et c'est important, les salaires aussi. Donc voilà, il faut je pense qu'il faut passer à la suite. Et la difficulté qu'ont certains entrepreneurs parfois quand ils ont un succès et que le dénouement n'est pas celui qu'ils attendent, c'est de se dire que ils sont passés à côté d'une grande chose. Mais la grande chose, c'est toujours celle d'après, parce que quand on est entrepreneur, des nouvelles idées, on en aura, des opportunités, on en aura plein d'autres, et c'est rarement aussi... Alors moi, c'était ma 3e société, j'en suis à une quinzaine aujourd'hui, et quelque part, j'attends toujours la suivante, et celle qui fera que j'aurai encore le succès d'après, même si effectivement, aujourd'hui, je le vis plus forcément de la même manière, après avoir déjà réalisé une boîte comme Sarenza, mais... Voilà, on est tout le temps à regarder devant nous, et il ne faut surtout pas se morfondre sur son histoire du passé. C'est l'avenir qui compte. Et là, je sais pas, je parle sous le contrôle d'Isabelle, qui dans son association voit des gens, peut-être pas avec la même réussite que toi, mais en tout cas des gens qui ont connu un peu les mêmes désagréments. Comment on se réveille le premier jour où on ne va pas au bureau, quoi? Combien de temps ça t'a pris Me dis pas que du jour au lendemain, tu t'es dit, voilà, je passe à autre chose. Est-ce qu'il y a une période de deuil? Est-ce qu'il faut faire son deuil? Alors moi, ça a été un petit peu particulier, parce que je me suis retrouvé effectivement démis de mon poste de CEO de la société, et je me suis retrouvé le lendemain à même plus pouvoir accéder à ma société pour récupérer juste mes affaires. Donc ça a été quand même assez brutal. Violent. Et puis là, il y a une phase de 3 mois de discussion, de négociation pour essayer de trouver une sortie par le haut pour tout le monde, ce qui a été le cas.
Et puis je crois que le jour où on a signé notre accord entre les actionnaires de Sarenza et moi-même, le lendemain, je savais ce que j'allais faire. Donc le lendemain, j'étais reparti, j'avais rencontré quelqu'un, j'avais envie de faire autre chose et j'ai pas fait un long break, mais je crois que c'est très personnel, ça dépend vraiment des uns et des autres et ça dépend aussi de la manière dont c'est vécu et des enjeux. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes pour qui c'est plus difficile et qui ont besoin de faire un vrai break avant de redémarrer. Donc je crois qu'il n'y a pas de règle là-dessus. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'était impossible de rester à ressasser tout ce qui s'était passé. J'avais besoin d'un nouveau challenge pour avancer et je me suis construit cette opportunité. Alors on va voir dans un instant comment tu as rebondi, mais je voudrais vraiment aller chercher Isabelle et peut-être même Henri-Fa pour savoir quand tu entends un témoignage comme celui-là où il dit mon break n'a pas été très très long, j'ai tout de suite une envie de... C'est fréquent, c'est... Alors, c'est fréquent ou pas, comme dit Francis, c'est très personnel en fait. Si je parle de mon cas de figure par exemple, je suis plutôt alignée avec Francis, il m'a fallu 1 mois pour rebondir. Parce que tu as connu aussi toi... Exactement, les rebondisseurs français en fait ont été créés, on a créé ça à 4 entrepreneurs. Qui sont toujours chefs d'entreprise aujourd'hui. Donc c'est ma 3e entreprise. Donc je suis loin de toi, hein, Francis, j'en suis qu'à 3. Et en fait, la première a été un échec. Et en fait, on a créé cette association en plus de nos entreprises, par conviction profonde de se dire c'est incroyable. On avait la chance en fait d'avoir vu plusieurs continents dans le monde à travers notre expérience. C'est une chance que chez nous, dans notre pays qu'on aime vraiment, on est très chauvin aussi, les rebondisseurs français, on soit si stigmatisé quand on échoue un projet, quand on échoue une entreprise, quand on échoue, on est mis dans une case. On est très très souvent catalogué loser, alors que l'on sait pertinemment, les entrepreneurs et ceux qui ont entrepris, qu'il n'y a aucun entrepreneur et chef d'entreprise au monde à succès qui n'a pas échoué. Aucun. Ou en tout cas, s'il y en a un, il faut qu'il nous jette la pierre, mais on n'a pas reçu pierre encore depuis 2 ans qu'on a créé les rebondisseurs. Et on s'est rendu compte à quel point, on s'est rendu compte de l'expérience personnelle, mais des rencontres au fur et à mesure, avec des entrepreneurs de tout type de projet, de tout environnement, de toute taille. On s'est rendu compte en fait que c'était synonyme de l'expérience, le rebond. Le fait d'échouer, on s'en fiche, c'est pas le sujet en fait, parce que tout le monde échoue. Le fait de savoir comment on rebondit, vite ou pas, autre débat personnel, comment on rebondit, comment on va de l'avant, quel autre projet et rencontre on fait, quelle opportunité on saisit, ça, c'était l'expérience en fait. Et c'est ce qui faisait la plus grande valeur économique qui existe. Mais alors justement, quand Henri-Fa, toi aussi, tu reçois des gens comme ça dans ton association, tout à fait. Et tu leur conseilles de dire attendez avant de rebondir, prenez votre temps, ou est-ce que c'est des profils comme Francis que tu vois, des gens qui ont très très envie de rebondir tout de suite ou... C'est très varié, comme le disaient Francis et Isabelle, c'est vraiment très personnel comme décision à prendre. Est-ce que j'y vais tout de suite ou est-ce que j'attends un petit peu? Donc nous, ce qu'on fait chez YouStart, on accompagne les entrepreneurs dans la réussite, mais aussi des entrepreneurs dans l'échec et on les redirige surtout vers des structures d'aide à la création. Donc on travaille en partenariat avec BPI France et des structures comme Entrepreneurs dans la ville, ou même on peut faire des ponts avec les rebondisseurs ou d'autres structures. Et l'idée, c'est juste d'accompagner l'entrepreneur et de lui mettre à disposition et de lui faire savoir qu'il y a des solutions et des structures qui sont là pour l'aider. J'aimerais beaucoup revenir sur ce qu'a dit Isabelle sur l'expérience personnelle et en même temps ce qu'a dit Francis aussi, puisque j'ai décidé d'entreprendre sur l'échec de mon père. Donc c'est pas moi qui ai entrepris, mais c'est plutôt mon père qui a créé une entreprise et qui n'a pas fonctionné et qui m'a beaucoup inspirée par sa volonté de réussir. Donc il a ouvert un magasin, ça n'a pas fonctionné et il a décidé d'aller faire les marchés, ça n'a pas fonctionné. Et en fait c'est sa niaque qui m'a beaucoup inspirée et j'ai aussi pu analyser de par mes études que ce qui lui avait manqué c'était le réseau et surtout des contacts qui puissent le hisser vers le haut. Parce que c'est important de pouvoir s'entourer quand on est entrepreneur. Et c'est là que j'ai décidé de créer ce mouvement d'entrepreneurs bien décidés, malgré les échecs qu'ils peuvent rencontrer, à quand même transformer leur vie en impactant le monde et les personnes qui les entourent. Donc je suis ravie d'être ici parmi des personnes aussi inspirantes parce que ça me nourrit aussi d'être là parmi vous également aujourd'hui. Alors ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de délai, j'allais dire légal, il n'y a pas de délai obligatoire. Voilà, c'est en fonction de chacun de sa personnalité, du projet que la personne a et de la personnalité qu'il a. Alors justement, toi Francis, comment c'est quoi aujourd'hui ton présent? Parle-nous de cette activité que tu as lancée.
Justement, donc il fallait continuer tout le temps à recréer de nouvelles choses. Et donc, en fait, toute mon histoire a été jalonnée par vraiment la volonté systématiquement de créer et d'innover. Et en fait, je me suis rendu compte, comme beaucoup d'entrepreneurs, qu'on était quand même très fortement contraints par les impératifs technologiques. Donc, toujours nécessité d'expliquer à un directeur technique ce qu'on voulait faire, d'avoir une armée de développeurs pour construire tous ces projets et tous ces beaux projets. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un énorme problème dans le monde. C'est que grosso modo, dans les 5 prochaines années, on va créer 500 millions d'applications dans le digital et seulement 0,3% de la population sait coder. Et ça, c'est un énorme problème. Donc, il y a un énorme goulot d'étranglement et on est tous freinés dans notre innovation tous les jours par ce souci de la nécessité d'avoir des ingénieurs pour pouvoir créer nos idées dans le digital. Et ce monde-là est en train de se terminer puisque grâce au no-code, un nouvel anglicisme qu'il va falloir apprendre, le no-code. Pas de code, quoi. Pas de code, exactement. Vous pouvez aujourd'hui, avec des outils qui sont très connus par les startups, qui leur permettent d'être aussi rapides, d'être aussi agiles. Aujourd'hui, une startup factory capable de lancer quasiment une nouvelle société par semaine, grâce à ces outils no-code, justement, qui leur permettent d'aller très très vite dans l'exécution. 3 à 4 fois plus vite et pour 3 à 4 fois moins cher que n'importe quel développement traditionnel. Et donc, on a décidé avec mes associés de lancer la première société agence dans le domaine du no-code en France qui s'appelle Allegria Tech et qu'on lance ce mois-ci. On a déjà des clients, on est super contents et l'idée, c'est d'accélérer la transformation digitale des PME et des grands comptes grâce à ces outils. Tu as dit que tu avais des associés, tu sais que dans 5 ans, tu es dehors. Donc, hein. Oui, voilà, je sais. Donc, mais bon, je les ai bien choisis. Les premiers, je les avais bien choisis aussi. Comme quoi, ça veut dire, j'ai eu des très belles histoires d'associés avec des gens que je connaissais depuis 3 heures et d'autres qui sont moins bien placés avec des gens que je connaissais depuis 10 ans. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça, mais je ne sais pas entreprendre autrement qu'avec des associés. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental en moi. J'ai besoin de partager, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin d'être challengé. Et voilà, c'est la vie d'entrepreneur. Certains sont très solitaires, moi j'ai besoin de travailler en équipe. Mais c'est un point clé ce que tu dis, Francis, parce que ça revient sur la partie rebond dont on parlait. Et c'est assez typique dans l'ADN d'entrepreneur, et on en a beaucoup ici. C'est-à-dire que la solitude de l'entrepreneur est très reconnue, on le voit dans la presse. Mais les entrepreneurs qui rebondissent, qui font beaucoup de projets, ont ce point commun. Et c'est pour ça qu'on pousse le rebond absolument comme valeur économique, de n'être jamais seul. C'est-à-dire que pour aller de rebond en rebond, pour pouvoir justement assumer les échecs, pour pouvoir trouver les bonnes solutions. On parlera tout à l'heure de carburant, qui est une des solutions incroyables pour se relancer. Il faut avoir du réseau. Il faut absolument, mais pas du réseau forcément. Quand on dit réseau, souvent les personnes pensent un peu quelque chose de très superficiel, mais pas forcément. C'est-à-dire que, par exemple, avec Francis, on ne se connaît pas depuis très très longtemps, avec Enrifa non plus, mais on discute très simplement en enlevant tout ce qu'on peut imaginer de superficiel, parce qu'on est dans le même bateau, parce qu'on traverse la même crise tous ensemble aujourd'hui, parce qu'on a les mêmes expériences, plus ou moins. Tout le monde n'a pas monté Sarenza, mais tout le monde a monté une entreprise avec des hauts, des bas, etc., avec des équipes à ramener, avec des solutions à trouver, parfois financières, parfois légales. Et c'est ça, en fait, qui fait le rebond et qui fait les succès de demain. Alors, j'imagine, Francis, que tu n'es pas parti de chez Sarenza sans rien, tu es parti avec un gros chèque. On n'a pas la tentation de se dire, pourquoi créer une boîte, quoi ? Pourquoi pas partir sur une île déserte aller à la plage, faire du sport, m'amuser, vivre, quoi. C'est une bonne question. Déjà, une des réponses, c'est que le chèque n'était pas si gros que ça. C'est la première réponse. Tu t'es fait avoir, là. Non, je ne dirais pas ça. Je pense que ça a été une âpre négociation qu'il a fallu mener et moi, mon objectif, c'était d'avoir effectivement de quoi rebondir aussi, parce que j'ai vu et j'ai à l'occasion de différentes conférences sur ce sujet-là, j'ai croisé des entrepreneurs qui, après leur échec, vivaient dans leur voiture, d'autres qui m'ont appelé parce que l'histoire de Sarenza à l'époque a été un peu médiatisée, et donc pendant 10 ans et même encore très récemment, j'ai des entrepreneurs qui m'appellent en détresse et qui trouvent en moi finalement quelqu'un qui a vécu ça, qui a accepté d'en parler de manière très ouverte et très transparente, et je me rends compte de la difficulté de prendre les bons choix, les bonnes décisions à ce moment-là, parce que on est dans le quotidien, on a tout donné de sa vie, de son énergie, de sa famille parfois. Moi j'ai divorcé 2 fois, hein, donc voilà, c'est aussi peut-être une des conséquences. Parce que tu es pénible peut-être aussi. Voilà, peut-être aussi, il y a peut-être aussi une raison personnelle. Je cherche encore quelle est la cause et l'effet. Mais voilà, c'est vraiment un choix de vie d'abord.
Je crois, et donc tout ça nous mène parfois dans des situations difficiles. Donc non, moi j'ai jamais, je pense que j'arrêterai jamais. J'ai eu l'occasion de diriger une société sur ces 2 dernières années qui s'appelle Cobuzz, qui fait du streaming musical français aussi, une très belle boîte française, avec un patron, Denis Thébault, qui a 72 ans aujourd'hui et qui est encore aux manettes et qui a une énergie folle. Et je me vois pas à la retraite un jour. Donc Non, c'était pas pour toi le plan plage. non, c'est impossible. Je crois que voilà, on a en soi l'envie de créer en permanence. Puis quand on a ça, on s'en donne les moyens. Et je crois qu'il n'y a pas de, il n'y a jamais de barrière en fait à ça. Les gens qui me disent, je ne sais plus les statistiques, mais je crois qu'il y a 20 ou 30% des Français qui veulent créer leur boîte. Il y en a chaque année que 2-3% qui le font. Voilà, ça veut tout dire. C'est juste que ceux qui ne le font pas sont pas prêts à le faire. Et je crois qu'il faut avoir ça en soi et comprendre ses motivations profondes. Et c'est là qu'on verra après que Carburant peut vraiment les aider. Tu fais partie également de l'association, je crois, d'Isabelle. Oui, bien sûr. Des rebondisseurs. Ouais. Donc c'est fou quoi, de voir que tu es altruiste, tu as envie de... Pourquoi t'engager aussi à... Parce que je pense qu'on a tous un devoir de partage. Je pense que le give back, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas très ancré chez nous en France. Il y a 2 choses qui manquent en France chez nous. C'est d'abord d'accepter de parler de son échec. Et ça, c'est vrai que moi, je le vois beaucoup avec les entrepreneurs qui m'appellent. La première réaction, c'est de dire, mais si j'en parle, je trouverai plus d'investisseurs. Si j'en parle, plus personne ne voudra s'associer avec moi. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai parlé très librement de mon histoire chez Sarenza et ça m'a jamais empêché d'avancer, de retrouver des investisseurs et de recréer derrière. Donc ça, c'est le premier souci, je pense, qui est vraiment très culturel en France. Et puis le deuxième aussi souci, c'est que on est dans une tradition un peu d'État omnipotent qui s'occupe de tout. Et donc cette notion de give back qui est très très forte dans le monde anglo-saxon, on l'a moins chez nous. Ça change avec, je trouve, la jeune génération, les gens du digital qui sont plus dans une vision peut-être déjà mondiale avec des expériences à l'étranger et qui voient l'importance de ça. Et donc c'est vraiment en train de changer. Je suis dans un autre réseau aussi qui est très très fort où j'apprends énormément tous les jours, qui s'appelle le Galion, qui est un peu le réseau des entrepreneurs du digital en France. Et on a des rendez-vous exceptionnels avec des gens exceptionnels. Je pense au fondateur de Criteo, je pense à Fred Mazella de Blablacar, qui sont hyper accessibles et qui viennent partager avec nous toute leur expérience de boîtes licornes stratosphériques. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on change ça fondamentalement, et c'est peut-être encore un peu trop des choses qui se font dans le microcosme parisien qui nécessitent d'être, je trouve, vraiment partagées partout en France, qu'il y a des belles initiatives à Nantes, à Strasbourg, à Lyon, à Lille et ailleurs. Et il faut qu'on arrive vraiment à être plus solidaires les uns les autres pour créer ces fameuses licornes qu'on attend tous en France. C'est vrai ce que tu dis, enfin, je reviens sur ton premier point, c'est parce qu'on a essayé de faire venir, Jérôme le connaît, un ami qu'on a en commun et qui malheureusement a planté sa boîte parce que voilà, le produit n'a pas rencontré son marché. Et on voulait le faire venir pour témoigner justement, parce que c'est quelqu'un en plus qui a une belle carrière professionnelle, qui a déjà eu des échecs et à chaque fois qui a bien rebondi. Et là, on a senti qu'il avait du mal à parler de... Enfin, je pense qu'il est encore dans la phase où il n'a pas digéré encore et pas... Oui, donc il faut en parler plus, et plus les gens parleront de leur échec de manière naturelle, mieux ça sera. Je pense aussi qu'il y a un élément important, si on parle un peu du sujet des startups, c'est la qualité de la relation avec l'investisseur. C'est aussi un élément qui est super important, et on se rend compte que malheureusement, il y a une distanciation dans l'information entre l'investisseur qui sait tout de vous, qui vous audite de A à Z, qui a toutes les informations, qui prend tout de votre savoir. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez en face de vous un investisseur, mais vous ne savez rien de lui. Alors, il va vous donner 2 contacts de dossiers dans lesquels il est investi, mais ce sera forcément ceux avec qui ça s'est bien passé. Et donc, il y a une asymétrie d'information qui fait que c'est très difficile aussi de choisir des fois ses investisseurs. Et je suis convaincu aujourd'hui, après toutes les sociétés que j'ai vues, tous les investisseurs que j'ai pu rencontrer, qu'un des facteurs clés de succès pour une start-up, c'est la qualité de sa relation avec son investisseur. C'est essentiel. Et donc, vaut mieux bien s'entendre dès le départ. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien. Isabelle, c'est dur de parler d'échec ? C'est très très dur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé les rebondisseurs français. C'est très dur chez nous, encore une fois, à cause de cette stigmatisation qu'il y a, mais qui vient de l'école. Si on regarde un peu, en fait, notre culture, ça vient de très très loin. Quand on a une mauvaise note, on est montré du doigt, on est mis dans une case. Ainsi que peut-être un autre système plutôt élitiste qu'on peut avoir, mais c'est très galvaudé et très faussé par rapport au monde du futur si on regarde devant, en fait. Parce qu'on confond encore une fois échec, rebond, expérience.
Et on ne peut pas tenter un projet. Souvent, je dis, ce qui peut paraître basique, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont appris à marcher du premier coup. C'est exactement la même chose. Non, mais c'est exactement la même chose. Donc c'est assez. Et je pense que ça vient de moins en moins tabou. On a créé les rebondisseurs il y a 2 ans à Paris. Maintenant, c'est partout en France avec 8 entités. Parce que justement, je suis d'accord, il faut absolument que c'est pas parigo-centré. On s'en fiche un peu. C'est plutôt culturel du pays. Donc, il faut être partout. Et en fait, on s'est rendu compte que la nouvelle génération, alors après, j'aime pas trop quand on catalogue les gens dans des cases, on va dire les plus jeunes que moi, ont plus de facilité, donc tant mieux. Et avec l'association depuis 2 ans, on voit que la presse s'empare un peu du sujet. Maintenant, la majorité, donc, comme on est entrepreneur, on est assez intéressé par l'économie, évidemment, au sens large. La majorité du terrain économique français, ce sont des TPE-PME, donc d'entreprises plus grandes. Et là, il y a encore un énorme travail à faire sur le sujet. De ne pas rester isolé, de s'ouvrir, parce que culturellement, on part peut-être d'un peu plus loin, et en fait, on n'a pas encore réussi à prouver, et c'est ce qu'on fait avec les rebondisseurs français à travers divers outils, pour concrètement anticiper les signaux faibles d'entrepreneurs, pour libérer la parole et mettre en réseau, en l'occurrence, tous ces entrepreneurs qui vont rebondir, qui sont dans le rebond, qui pensent qu'un jour ça va leur arriver, pas encore aujourd'hui, pour justement libérer cette énergie en fait créatrice qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin économiquement tous ensemble. Alors c'est quoi, c'est concrètement ton association, ça ressemble à quoi? Si demain j'y vais, je sonne, bonjour. Alors, bienvenue, déjà, on va être bienvenue. Elle est essentiellement sur le site web, donc digital évidemment. Ce qui tombe bien, on n'avait pas prévu la crise du Covid, mais comme tout le monde est sur le web, c'est très bien. Pas de bureau forcément physique, même s'il y a des représentations par des personnes physiques sur le site web. Et en fait, elle se compose de plusieurs manières. La première déjà, qui était dans l'ordre de ce qu'on voulait faire pour rendre service. Encore une fois, il n'y a que des bénévoles, il n'y a que des chefs d'entreprise, donc c'est le soir et le week-end. La première chose, c'est libérer la parole. Donc en fait, derrière le site web, il y a tout un système. C'est pas un boulot de thérapeute, ça? Ah non, on n'est pas du tout psy, on est concret. Ouais, mais libérer la parole, c'est des termes qu'emploient souvent les. Est-ce que le mec qui s'est planté, est-ce qu'il ne peut pas aussi aller voir un psy pour. Alors il peut aller voir un psy. Maintenant, quand on parle avec Enrifa ou avec Francis, tous les trois. Moi, je ne suis pas sûre qu'il y ait un psychologue entre nous. D'ailleurs, moi, je n'ai pas les compétences, mais je ne sais pas vous non plus, je crois. Non, on échange. Ah oui, voilà ce qui m'est arrivé. On rebondit. Ah bah toi aussi, t'es arrivé. Comment t'as géré? Ah bah attends, faut que je te présente, machin, parce que peut-être... On n'est pas du tout dans quelque chose de psychologique, on est quelque chose de très positif, en fait. C'est tout l'inverse. Et quand on rejoint l'association, la première chose qu'on a voulu faire, c'est une sorte de fil conducteur, ou on va dire de LinkedIn derrière, beaucoup moins, où les entrepreneurs de Lille, Corse, Perpignan, un peu partout, échangent, posent des questions. Il y a pas mal de questions, par exemple, oh là là, je suis pas loin du dépôt de bilan, je crois que ça craint, est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est un forum. Et là, il y a un appel, exactement, mais d'entrepreneurs de toute taille. D'accord. Il y a des outils comptables pour anticiper, des outils juridiques, des avocats qui aident. On oublie la partie financière. Il y a différentes solutions pour se relancer, donc Carburant fait partie également. C'est que du concret et des pragmatiques. En période de crise, quand on a eu le premier confinement, par exemple, évidemment, on a eu beaucoup d'appels et de messages web, ce qui est logique, ce qui est notre rôle, avec, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les aides? Donc on a la chance aussi de pouvoir communiquer avec nos institutions, même si elles étaient un peu perdues à l'époque. On essaie d'être très clair, en fait. Voilà qui vous êtes, voilà à quoi vous avez le droit, voilà le timing. On a un peu un tuyau où on recense pour aller vite, pragmatique, parler de comment on rebondit. Mais c'est d'autant plus facile pour nous parce qu'on le vit tous les jours dans nos propres entreprises. Donc on parle un langage qui est relativement commun. Enrifa, ça fonctionne comment? Toi, ton association, c'est quoi? C'est similaire? Oui, c'est complémentaire. Tout à fait. C'est complémentaire et on est partenaire. Et donc c'est un réseau social, c'est une plateforme où l'entrepreneur va créer son compte exactement comme sur Facebook ou sur LinkedIn et il va pouvoir matcher. Donc on a un système de matchmaking sur la plateforme qui lui donne des contacts susceptibles de l'intéresser en clientèle ou en partenaire ou en conseil potentiel. Donc il va recenser son besoin, il va expliquer son besoin. Voilà, aujourd'hui je lance mon entreprise, j'ai besoin de trouver des clients. Je cherche des clients dans tel ou tel domaine d'activité, dans telle ou telle zone géographique et le site va lui proposer des profils qui se trouvent dans les critères qu'il a renseignés. C'est une sorte de Tinder. C'est une sorte de LinkedIn. Je ne sais pas si tout le monde connaît Tinder. Tout à fait. Je vois que Philippe hoche la tête. Et on parlait de comment se faire accompagner. Donc avant le psy, il y a peut-être des coachs, des personnes qui vont pouvoir accompagner les entrepreneurs et on les encourage beaucoup justement à s'entourer de conseillers, de personnes qui vont les aider sur le plan mental aussi parce que souvent quand on entreprend, on n'a pas toujours le soutien de la famille ou la compréhension de l'entourage et c'est vrai que c'est important de pouvoir
libérer la parole devant une personne qui va être plus neutre, plus objective par rapport à nos propres objectifs. Et donc nous, ce qu'on fait au sein du réseau YouStart, c'est qu'on a aussi un réseau de coachs qu'on va recommander pour les personnes qui en ont besoin, ou les structures d'aide à la création qui vont avoir aussi des accompagnants, des conseillers qui vont aider les entrepreneurs à pouvoir s'exprimer, exprimer leurs besoins, parce que quand on arrive devant une entreprise et qu'on doit fermer, aujourd'hui on a des commerçants, je crois qu'il y a 136 000 commerçants qui ferment là actuellement avec le Covid. Toutes ces personnes ont besoin... Qui ferment, entendons-nous bien sur le terme fermé. Définitif. Donc selon le site ISO, oui, ISO Conso, c'est 136 000 aujourd'hui. Et ça, c'était avant la deuxième vague. Donc je pense que toutes ces personnes ont besoin de structures comme les rebondisseurs ou d'entrepreneurs qui sont passés par là pour pouvoir expliquer et montrer le chemin, comment pouvoir rebondir après un échec. Donc effectivement, quand Isabelle disait qu'on a matière à échanger, qu'on échange naturellement, c'est parce qu'on est sur le terrain aujourd'hui et qu'on est au contact de ces personnes aujourd'hui, qu'on est au cœur de ce qui se passe sur le terrain et qu'on a des choses à faire ensemble. Alors on dit que pour bien parler d'une chose, il faut l'avoir expérimenté. Est-ce que tu t'es planté? Tu l'as dit tout à l'heure. Oui. Mais pourquoi tu t'es planté? Comment quelqu'un qui aujourd'hui dit non, j'explique aux chefs d'entreprise comment rebondir, comment tu expliques ces échecs? Alors je me permets pas d'expliquer aux chefs d'entreprise comment rebondir. Loin de moi. Le message qu'on a voulu faire passer en créant les rebondisseurs français, c'est de dire que c'était normal et qu'il fallait rebondir. C'était normal d'échouer un projet comme tout le monde. Le comment, on donne tous les outils dont nous-mêmes avons besoin, ce qui est un peu différent. Donc on partage, c'est plutôt une communauté de partage. Et en fait, la première entreprise que j'ai créée, c'était au début des années 2000, qui était une des premières marketplaces de produits d'achat fait main, qui n'existaient pas avant d'autres qui ont suivi et qui ont bien marché. Inspirée du modèle anglo-saxon. Je venais de là-bas, en fait. J'ai passé une partie de ma vie aux États-Unis depuis que je suis petite. Oh, great! Pour des raisons complètement coïncidences, mais c'était comme ça. Et en fait, du coup, ils m'ont beaucoup inspirée. C'est-à-dire que même au niveau entrepreneurial, au niveau culturel, ils m'ont énormément appris, voire même beaucoup de ce que je sais aujourd'hui. Et donc tu t'es dit, ce que j'ai vu là-bas, ça va marcher en France? Ce que je continue à faire pour ma troisième, mes trois sociétés, c'est réellement le cas en fait. Ah, tu persistes? On a toujours un peu de... Mais ça fonctionne, donc on a toujours un peu de retard. Et en fait, le pourquoi la première a pas marché, au bout de... Ça a commencé sans levée de fonds, évidemment, comme ça marchait bien, beaucoup de presse, beaucoup de médias. Comment arrondir ses fins de mois, il n'y avait pas de marketplace, donc faire du fait main, etc. Il a fallu faire des levées de fonds qui n'a pas fonctionné. Donc en fait, avec 30% de croissance, on avait à l'inverse une courbe de charge énorme. Et à l'époque, j'avais absolument pas de réseau du tout. Donc tu l'expliques, cet échec-là en tout cas, il y a manque de réseau. Non, la première, c'est une arrogance incroyable que j'avais. Un ego fantastique. De dire, je sais faire toute seule. Je gère. Je me permets de le dire en toute honnêteté, parce que peut-être qu'il n'est pas complètement fini, même à la troisième entreprise, cet ego. Et Dieu sait que je le rencontre tous les jours, chez les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Mais c'est normal, parce qu'il faut avoir un ego pour prendre des risques. Hein. Mais du coup, cet ego, ça peut être notre pire ennemi. De dire, non, c'est bon. C'est bon. Et surtout, parfois, quand on est une femme, je l'assume pour mon cas de figure, comme on veut prouver un truc, comme encore moins, il y a 20 ans, on était encore moins, dire, c'est bon, je sais faire, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'un entrepreneur qui est entouré d'autres entrepreneurs, et c'est rigolo, parce qu'avant cette émission, on en parlait avec Francis encore, plus on est nombreux à partager cette folie entrepreneuriale, ces idées, plus ça fonctionne. Plus on est tout seul, moins ça fonctionne. Mais on la connaît avec l'expérience, en fait, cette règle. Donc la première raison, c'est une égo et une arrogance magnifique, que j'ai peut-être encore un peu aujourd'hui, mais peut-être un peu moins. Comme tu le dis, avec la il faut troisième. en avoir un peu. Oui, mais parfois, je reconnais aussi mes erreurs. Loin de moi. Il y a encore un peu de boulot. Au bout de la troisième, peut-être qu'au bout de la cinquième et sixième, je vais me calmer. Mais en tout cas, la première raison, c'est celle-ci, c'est-à-dire d'être resté complètement sur moi. Je sais faire. Parce qu'on a une entreprise qui fait 30% de croissance par mois, donc on se dit, c'est bon, quoi. Je suis arrivé. Oui, non. La preuve que non, pas du tout. C'est la première raison. La deuxième, c'est un manque de réseau certain. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans et demi d'existence, il a fallu aller lever des fonds. Donc j'ai été voir des fonds d'investissement, monde que je ne connaissais absolument pas, avec un grand sourire et un super business plan, et surtout avec des fonds d'investissement qui n'étaient pas très digital à l'époque, c'était pas du tout la mode. Et c'est pas simple. C'est-à-dire avec toute la bonne volonté du monde, quand on parle à des personnes qui sont
tort ou à raison, c'est l'époque qui voulait ça au début des années 2000, un peu des murs par rapport au projet. Et quand on a zéro réseau, et quand on s'y prend 6 mois avant la date limite de dépôt de bilan, il y a moins de chances d'y arriver. Donc la première, c'est l'arrogance. La deuxième, c'est le réseau. Ce qui fait déjà pas mal, au final, comme raison. C'est-à-dire que si j'avais été entourée, évidemment, j'aurais pu anticiper tout ça. Et surtout, après, le jour où j'ai dû déposer le bilan, le plus dur pour moi a été d'expliquer aux équipes pourquoi une entreprise qui fait 30% de croissance par mois dépose le bilan. C'est vrai qu'intellectuellement, dit comme ça, c'est pas simple. Donc c'est les modèles économiques, en fait. Donc ça, c'était un peu complexe. Se séparer, en fait, des personnes qui avaient pris le risque aussi de monter ces nouveautés web et d'être dedans. Très compliqué. Et ce qui m'a fait le plus sourire, mais encore une fois, c'est parce que j'ai appris le côté un peu joueur anglo-saxon, plus jeune, c'est d'avoir découvert l'administration française. C'est-à-dire qu'à l'époque, en une semaine, j'ai reçu un courrier de la Banque de France et j'étais fiché 0,40. Ça n'existe plus depuis 2013, mais il y a encore un 0,60 qui traîne quelque part. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire ? Et oui, je ne savais pas non plus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce courrier, c'est charmant. En fait, avant 2013, un entrepreneur qui échouait était fiché à la Banque de France. Donc quand on dit fiché aujourd'hui, ça fait un peu peur, mais c'était le cas. Et ne pouvait plus entreprendre pendant une durée de 1 ou 2 ans, je crois que c'était. Mais par contre, la Banque de France a toujours des data centers qui fonctionnent bien. Donc si après vous avez des besoins personnels de demander des choses, on vous ressort régulièrement ce 0,40, même un peu moins aujourd'hui, j'ai de la chance, mais on ressort. Donc c'est un fichage en fait pour dire vous avez échoué. Vous n'avez plus le droit de vous n'avez plus le droit, business. mais surtout donc vous avez commis une erreur. Attention financièrement, vous avez échoué. Donc déjà, quand on parlait de culturel tout à l'heure, pourquoi c'est important de promouvoir le rebond, c'est culturellement, administrativement, c'est déjà marqué au fer rouge. C'est important. Et une semaine après, j'ai reçu le huissier du RSI. Bon, évidemment, j'avais des petites dettes. C'était rapide. Sur cette partie-là, j'ai découvert une partie rapide. Heureusement que j'avais cette culture. C'était une chance du jeu. C'est-à-dire, c'est pas grave, on rebondit, on y va, qu'on m'avait inculqué avant. Et pour rebondir très très vite. Mais pour rebondir de façon pragmatique, j'étais caution personnelle. Erreur que je n'ai plus jamais refaite après aussi. Ah oui, non, mais tout s'apprend en fait, au final, tout s'apprend. Et c'est toute cette expérience en fait. Pour rebondir très vite, j'ai accédé à des petits réseaux que j'avais, parce que du coup, j'ai pu en faire entre-temps, un peu en France, outre-Atlantique. Et j'ai retrouvé un job au bout d'1 mois et demi, outre-Atlantique. Je suis très chauvine, c'est important, donc ça m'a fait un peu mal. Le premier coup de fil que j'ai reçu en France, c'était 9 mois après, pour me dire on vous rappellera. Ils ne m'ont jamais rappelé, ceci dit. Et là, je me suis dit, on en est encore là. C'est-à-dire que là, on m'a mis dans la catégorie loseuse. Je l'assume, loseuse. Là où les autres m'ont embauché à un poste non négligeable qui fait toujours un peu briller dans les yeux des Français, vice-président, tralala, mais pour les mêmes raisons pour lesquelles les Français ne m'appelaient pas. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, OK, alors elle sait entreprendre. Je me souviens très bien, ils m'ont dit d'une façon familière à l'américaine, mais en traduisant, ça voulait dire, OK, déjà à la fin, caution personnelle, elle sait entreprendre, elle sait ce que c'est de prendre des risques. Nous, on va vite, on a un objectif à 3 ans et demi, enfin je vous passe les détails, mais c'était ça. Stratégique pour l'entreprise, elle va foncer, responsabilité, même pas peur, on l'embauche. Et en France, on m'avait dit, ah, vous n'avez pas réussi, quoi. Oh. C'est une réalité. Je voudrais, Francis, elle parle d'arrogance à un moment. Est-ce que toi, tu as pu aussi à réfléchir, te dire, ouais, peut-être à un moment, j'ai été arrogant? Bien sûr, ouais, totalement. Et je pense que dans les raisons pour lesquelles, entre associés, on a commencé à avoir des difficultés, ça part souvent de là, effectivement. Et donc, quand on en arrive dans ces situations-là, les responsabilités sont toujours partagées, bien évidemment, et il faut que chacun assume les siennes. Mais ce que tu dis, c'est vraiment super important. Je crois que, heureusement, juridiquement, ça commence à changer en France. Il y a une dizaine d'années, et on est moins marqué au fer rouge. Il y a 2 sujets sur lesquels vous êtes marqué au fer rouge toute votre vie. C'est divorce dans l'extrait de naissance, puisque maintenant je ne peux plus mettre célibataire, je suis divorcé officiellement. Je ne vois pas en quoi ça regarde l'administration que je sois divorcé ou célibataire, ça ne change rien, mais c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand vous avez déposé le bilan, vous êtes fiché à la Banque de France, et les fichiers S, et puis les fichiers entrepreneurs Banque de France. Vaut mieux être fiché S. Mais ça, il faut quand même pour les emprunts immobiliers, ça démontre une philosophie qui est absolument catastrophique. Dans la Silicon Valley, il n'y a pas un investisseur qui va mettre de l'argent sur un type qui ne s'est pas planté. Ça n'existe pas, c'est obligatoire. Et il y a plein de jeunes aujourd'hui, heureusement, qui sortent des écoles de commerce, qui montent leur première boîte et qui vont se planter au bout d'1 an, 2 ans. C'est en partie le cas d'un de mes associés aujourd'hui qui a 27 ans, qui a déjà monté 2 boîtes. Et c'est génial et je suis super content de l'avoir. Et même si ça n'a pas été des succès tels qu'il l'espérait, il a ce goût de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument
garder en tête qu'il y a effectivement rarement des succès sans des échecs. Après, je crois aussi qu'il faut quand même garder en tête un élément qui est très important, c'est que l'échec, c'est quand même pas tout à fait la même chose pour nous qui avons fait des bonnes études, qui trouveront toujours un boulot. Tous ici dans la salle, le jour où on est au chômage, c'est que vraiment, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 50% de la population qui est au chômage. Quand on est commerçant, qu'on n'a pas forcément le niveau d'études, qu'on a mis tout son argent, qu'on est caution personnelle, et je pense à tous ces commerçants effectivement aujourd'hui qui vont avoir des soucis, leur parler du rebond. Moi j'ai la chance, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille à nourrir. Quand il y a le crédit à rembourser, qu'on se retrouve à la rue avec femme et enfants, c'est une autre histoire parce que malheureusement c'est beaucoup plus difficile. Et je pense surtout à eux plus qu'à nous. Moi, si demain il faut que j'aille vendre des pizzas, j'arriverai toujours à aller vendre des pizzas, je me débrouillerai parce que voilà, j'ai fait les bonnes études, je suis en France. En France, on regarde encore le diplôme et donc je trouverai toujours un boulot. C'est pas, d'une certaine manière, c'est ce que je dis souvent à beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce que tu prends comme risque à part celui de réussir ? Enfin, le reste, on s'en fout. Voilà, on ne va pas vous mettre en prison parce que vous plantez votre boîte, encore heureux. Mais en revanche, quand on se retrouve responsable d'une famille avec des enfants à nourrir et qu'on n'a plus rien, et qu'il y a les huissiers qui viennent tous les week-ends et qui vous saisissent la maison et que vous vous retrouvez à la rue, c'est une autre histoire. Et c'est vraiment ceux-là pour qui c'est le plus important. Christian, Philippe, vous confirmez ce marquage ? Oui, je pense que c'est... C'est culturellement français, mais c'est tellement culturellement français que ça a été inscrit dans nos textes. Hein. Donc la sanction du dépôt de bilan, de la liquidation judiciaire, après on a toute une palette de sanctions qui viennent encore un petit peu plus enfoncer le chef d'entreprise, même s'il n'a pas commis de faute particulière. Hein. Donc c'est vrai que derrière peut-être l'échec personnel qu'on vit moins, mais dans l'accompagnement on voit la pression qui est exercée par les tribunaux qui appliquent une loi qui du coup est vraiment qui tire vers le bas, hein, et qui met couche sur couche les dettes, les engagements personnels et les inscriptions Banque de France, qui fait que les banques derrière rechignent à financer le rebond. Tout ça, c'est une réalité, hein, qu'on voit, alors je dirais pas au quotidien, mais malheureusement que l'on rencontre assez fréquemment. Et c'est rarement lié en plus à la qualité de chef d'entreprise. Hein. C'est un environnement, c'est des circonstances, c'est des investisseurs qui sont plus dans la même ligne que le porteur du projet. C'est toute une série d'événements qu'on ne maîtrise pas forcément. Il y a peut-être un paradoxe, c'est qu'on a un État français extrêmement socialement protecteur et par contre en termes d'économie d'industrie qui là est dans une sanction complètement disproportionnée. Castrateur, on peut le dire. Oui, peut-être jusqu'à la castration. On te sent remonter. Oui, parce qu'il y a un nombre d'entrepreneurs qui ont décidé d'arrêter et de plus jamais entreprendre après avoir vécu ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être un peu fou pour monter sa première boîte et si on savait à quel point c'était dur, sans doute qu'on ne serait jamais lancé. Mais après le premier échec, il faut être encore plus fou pour y retourner. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation à effectivement tout perdre et se retrouver en plus marqué au fer rouge par l'administration, pourquoi vous avez encore envie de vous battre ? Pour continuer à avoir la pression d'avoir à payer des salaires à la fin de chaque mois, pour ne même pas avoir un merci quand vous réussissez ? Parce qu'il faut aussi parler de comment on voit les gens qui réussissent en France et au final se retrouver en cas d'échec dans une situation catastrophique où personne ne vous aide. Franchement, je pense qu'on perd en France un certain nombre d'entrepreneurs pour ces raisons-là, parce qu'effectivement, beaucoup après le premier échec se disent c'est bon, j'ai donné, j'y retourne pas, quoi. Alors justement, je vais rebondir et je vais passer la parole à Henri Fabre, mais est-ce que je vais défendre l'administration, mais est-ce que si on peut pas se dire, il y en a qui peuvent pas se dire, je me suis planté, je suis peut-être pas fait pour l'entrepreneuriat, chat échaudé et craint l'eau froide, et je vais pas remonter une deuxième boîte, Henri Fabre, Oui, ou Francis. Ouais, L'administration, elle n'est pas uniquement là pour, elle peut aussi te montrer que arrête, quoi. Oui, mais c'est pas la sélection naturelle de l'entrepreneur ne doit pas se faire par l'administration. Le seul rôle de l'administration, c'est de nous accompagner, nous aider à réussir. La sélection naturelle, c'est le marché. Et il est là pour ça. Donc faisons chacun son rôle et laissons les investisseurs, laissons le marché choisir ceux qui ont une chance de réussir. Mais en aucun cas l'administration. L'administration, on est des usagers de l'administration comme n'importe qui et l'administration doit nous aider, nous soutenir. Alors, si l'administration ne soutient pas, et je pense que ça change énormément, hein, là encore une fois, je suis un peu dur avec l'administration, mais heureusement, j'ai aussi rencontré, entre autres, dans les services des impôts, des gens formidables. Donc pour le coup, il y a aussi des gens à l'écoute.
voilà, mais je pense qu'il faut séparer aussi l'administration qui est faite d'êtres humains et puis les règles, la loi, la justice. Et je crois que c'est de ce côté-là aussi qu'il faut faire avancer les choses. L'administration ne fait qu'appliquer les règles qu'on lui demande d'appliquer aussi dans une certaine mesure. François, pardon, parce que mon propos, en fait, c'est le principe de l'interview, il faut que ça aille vite, il est en deux parties. Je pense qu'effectivement, on constate qu'il y a une difficulté, qu'on est tiré vers le bas, qu'il y a une charge légale, législative des textes qui est lourde. Après, aussi, il faut rebondir sur ce que disait Isabelle, c'est qu'à un moment, il faut aussi savoir se faire entourer, savoir s'adresser aux bons conseils. Alors, je ne vends pas mon métier. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à être des conseils potentiels dans ces moments-là. Et que, bien, comme l'explique Isabelle, c'est 6 mois avant, elle avait déjà anticipé son dépôt de bilan, sa cessation de paiement, et elle se lance dans une aventure qui est là aussi une aventure extrêmement compliquée de lever des fonds. Donc tout ça... je pense que si nous-mêmes on arrive à parler de nos métiers comme tu nous permets de le faire aujourd'hui et de dire on est là pour vous accompagner, pour vous aider à anticiper ces sujets, pour vous dire qu'on l'a vu auprès d'autres chefs d'entreprise et que c'est pas une fatalité, c'est pas irréversible, qu'il y a un travail d'accompagnement qui se fait et que derrière il y a aussi des structures qui sont différentes telles que celles que porte Jérôme pour vous apporter des solutions. Tout ça, c'est un travail, je dirais que c'est un ensemble, hein, c'est un écosystème. C'est pas simplement la sanction, mais c'est aussi l'anticipation du coup de ces situations. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, carburant, on va le voir après, parce que je voudrais continuer sur le tour de table, mais ça nous permet d'éviter quand même pas mal de problèmes, quoi. Enfin, non, c'est un espèce de bouclier pour le chef d'entreprise. Alors le bouclier, oui, c'est Jérôme, hein, le bouclier. Hein, il va encaisser, il en a le physique déjà. Oui, il va encaisser un nombre de contraintes que lui sait qui sont parce qu'il les a expérimentées. Jérôme, voilà. hein, même si je suis un peu son porte-parole sur certains sujets juridiques, mais effectivement, on le voit comme ça. Il a une parfaite conscience du fait que le poids administratif de la gestion de l'entreprise est une contrainte pour certains. Pour d'autres, ils arrivent parfaitement à l'absorber, et que du coup, libérer cette contrainte pour permettre d'utiliser des outils juridiques pour uniquement gérer sa croissance, gérer son produit, gérer son marché, en étant déchargé du volet administratif, eh bien, ça peut effectivement permettre d'accompagner des succès. Et aussi à des chefs d'entreprise de se rendre compte qu'il y a un positionnement marché qui est évident, mais il y a aussi dans chef d'entreprise tout un volet gestion qui est essentiel. Qui peut aboutir à l'échec si on le fait mal. Tout à fait, parce qu'effectivement, il y a une histoire de métier aussi. Gérer une entreprise, c'est un métier. On peut avoir un métier, on est couturier, ou on est commerçant, ou on a envie de développer un certain concept, donc on est très bon, très technicien dans ce qu'on sait faire, mais on n'a pas forcément la compétence de pouvoir gérer une entreprise et la mener à bien. Et parfois, les échecs dans l'entrepreneuriat sont liés à cette arrogance qu'on peut rencontrer, et que la personne a aussi envie de tout faire seule parce qu'au départ, pas forcément les moyens de déléguer. Et c'est là où je pense que Carburant peut être une vraie solution, une alternative pour les entrepreneurs qui ont une expertise, un métier, mais qui n'ont pas forcément la compétence de gestion d'entreprise. Et donc pouvoir déléguer cette gestion, je pense que... Et c'est ça qui a fait que j'ai contacté tout de suite Nathalie quand j'ai appris le concept bien avant qu'il sorte, parce que je sais que ça va aider énormément d'entrepreneurs qui aujourd'hui sont entre deux, prennent le statut du salariat, le statut de l'auto-entrepreneur qui n'est pas forcément adapté à leur situation, ou alors se lancent comme ça mais un peu dans l'hésitation sans forcément être accompagnés, ou avoir le bon réseau, parce que c'est pas tout d'avoir un réseau, il faut avoir le réseau qui est pertinent pour soi, pour son métier et pour sa vision aussi. Et je pense que clairement Carburant va beaucoup soulager pas mal d'entrepreneurs. Oui, pour peut-être finir de creuser le puits des problèmes culturels en France, il y a un autre aussi problème, je pense, qui est assez symptomatique chez nous et très culturel, c'est la vision du capitaine d'industrie à la française. Donc c'est ces grands patrons, Jean-Marie Messier, Tapi, qui sont présentés comme des gens très solitaires, le self-made man qui a réussi. Et je crois que, je donnais cet exemple aussi ce matin,
on a une grande particularité en France, pour faire un comparatif avec la compétition à voile. En France, on est les champions du monde de la course en solitaire et les Anglais sont champions du monde de la course en équipage. C'est symptomatique de ce qu'on est. Nous, on adore les gars tout seuls qui font le tour du monde en bateau, et je les adore aussi. Les Anglais, eux, ils préfèrent la course en équipage et gagner l'America's Cup. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je crois qu'il faut aussi que ça change. Il faut qu'on comprenne en France que c'est très important. Et on le voit aujourd'hui dans toutes ces startups qui démarrent. Ils sont tous 3, 4, 5 associés. Ils travaillent en équipe et c'est comme ça qu'on réussit. Donc, cette image aussi du patron hégémonique dans sa boîte qui dirige tout, il faut la casser. C'est pas comme ça qu'on réussit aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas être bon en tout. C'est impossible. Donc, il faut savoir s'entourer. Il faut savoir monter des équipes pour faire des projets, aller vite. Parce que la vitesse, ça se gagne à plusieurs. Parce que je pense que tu as raison sur un point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique sur le capitaine d'industrie. Il n'y a qu'à chaque partie d'époque, il y a une organisation et un style en fait qui fonctionne. Et qu'il faut justement, et c'est peut-être là où parfois on pêche, c'est s'adapter vite aux différences de style et aux vagues que subit notre monde en fait. On n'en est pas responsable, on doit juste s'adapter. Et c'est vrai que le capitaine d'industrie a fait des choses absolument incroyables, sinon on n'aurait pas ce tissu économique, on n'aurait pas assez sous-traitants, on n'aurait pas assez salariés. Donc il y a un grand respect. Mais aujourd'hui, le monde va tellement vite qu'on va forcément échouer beaucoup plus vite. Mais on aura les opportunités de rebondir beaucoup plus vite. Et là, on n'a pas le choix. C'est à plusieurs qu'on fait ça. Et moi, Henri Fage, avec tous les gens que tu vois qui ont échoué, en tout cas, ou qui sont en attente de rebondir, est-ce que tu peux nous donner la recette? Est-ce qu'il y a une recette miracle, une recette pour se relever? Je pense qu'on a commencé à donner les ingrédients. C'est le fait de retravailler son ego, de revoir son ego, de pouvoir s'ouvrir et libérer la parole. C'est le fait de s'entourer aussi, de ne pas rester seul, puisqu'effectivement, quand on sait qu'on n'a pas pu réussir seul, à un moment donné, se poser les questions et se remettre aussi en question, mais surtout aller chercher de l'aide, parce que là aussi, culturellement, le fait de demander de l'aide, ça peut être vu comme une faiblesse, et donc, tu as commencé à entreprendre, maintenant tu demandes de l'aide, finalement, tu n'es plus aussi bon que ça, tu n'es plus aussi téméraire que ça, alors que non, pas du tout. C'est aussi un signe de courage de savoir demander de l'aide. Donc je pense que mes amis ici pourront compléter, mais pour moi, les ingrédients principaux, c'est le fait de savoir s'entourer, de savoir se remettre en question et de demander de l'aide. De juste dire à un moment donné, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de conseils. Est-ce que vous pouvez m'aider? Le forum sur les rebondisseurs est très parlant sur ça, très criant sur ça, parce qu'on a des personnes qui sont... c'est pas parce qu'on va demander de l'aide qu'on n'est plus aussi sûr de soi, bien au contraire. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'image, et peut-être Pierre-François, tu n'as jamais monté de boîte, mais on a l'image de l'entrepreneur, de quelqu'un un peu, c'est un surhomme, si c'est une femme, c'est une Wonder Woman. Et à t'écouter, c'est quelqu'un de très fragile. Un entrepreneur, c'est d'abord un être humain. C'est d'abord un être humain. On est d'accord. Donc avec ses forces et ses faiblesses. Donc oui, c'est quelqu'un de fragile dans certains pans de sa personnalité, mais c'est aussi quelqu'un de très fort. Et je parle parce que j'ai vu tout ce qui a été dit ici, je l'ai reconnu dans mon père en fait. Mon père, ça a été ça. Ça a été le mec qui est parti de rien, qui avait un rêve fou, qui voulait construire quelque chose pour sa famille et qui a tout donné, mais vraiment tout donné. Même ses enfants, même sa femme ont travaillé le dimanche dans les marchés pour pouvoir l'aider dans sa réussite et ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'avait pas le réseau et il n'avait pas la gestion, il n'avait pas forcément les compétences, il n'était pas entouré des bons professionnels et donc il a voulu gérer une entreprise là où lui il était technicien. Là typiquement, je ne sais pas, Carburant aurait existé à l'époque, il s'en sortait. Il s'en sortait et il aurait aussi pris le pli d'Internet parce qu'il n'a pas pris la vague d'Internet, on était au début des années 2000, pour lui limite prendre un billet sur Internet c'était non, je ne donne pas ma carte bleue sur Internet, donc il n'a pas pris la vague d'Internet et je pense qu'il a un petit peu, il les a cumulés tout simplement et moi ça m'a beaucoup inspiré le fait qu'ils soient un peu dans l'ancien schéma et je pense qu'aujourd'hui on doit regarder de l'avant, mon père a regardé dans le rétro et on doit vraiment regarder de l'avant. Ce que disait Francis tout à l'heure. Une question que je pose un peu à tout le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un profil type du créateur d'entreprise? Est-ce qu'il ne faut pas avoir un ADN? Ou est-ce que tout le monde peut être créateur d'entreprise? Alors, moi, je suis certain d'une chose, c'est que si j'avais eu le profil de créateur d'entreprise, je serais créateur d'entreprise, et que si je suis conseil, c'est que j'en ai pas le profil. Voilà. C'est bien une réponse de conseil, ça. Et je pense que, et c'est pour ça que je me positionne jamais à la place du chef d'entreprise, parce que je pense que il y a un truc en plus, ou il y a un truc différent en tout cas, je ne saurais pas le définir, mais... Qui peut le définir?
C'est ce chromosome de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas un seul entrepreneur. Oui. Il y en a beaucoup et heureusement. Ils ont chacun leur qualité, ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont capables de prendre un sujet et l'amener jusqu'au bout. Soit parce qu'ils sont un peu foufous, soit au contraire très pointus dans un domaine. Voilà. Et des fois simplement naïfs parce que ils ne voient pas le mur et c'est pas grave, on s'envole et paf. Mais à côté. Ouais, vas-y. Il y a peut-être je suis d'accord avec toi, mais pour répondre à la question, en fait, c'est Ouais. Est-ce qu'il y a un profil quel est le type? profil type du chirurgien? Je vous retourne la question. Il faut qu'il fasse du golf. Non mais c'est la même chose. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est mon petit point de vue. Pour moi, entrepreneur, c'est un métier en fait. Comme chirurgien est un métier, comme restaurateur est un métier. Restaurateur étant un peu entrepreneur d'ailleurs, en l'occurrence, professeur. Et Dieu sait que je serais incapable d'être professeur. J'ai pas la patience. Voilà. Ce sont des métiers en fait. À la question, est-ce qu'il y a un profil type? Non, on serait trop dans des cases et très robotisé. Par contre, est-ce qu'il y a un ou deux traits de caractère communs? Oui, je le pense. Donc tout le monde ne peut pas l'être, comme tout le monde ne peut pas être chirurgien. Je pense que la prise de risque en est un. C'est-à-dire que l'aversion au risque n'est pas bonne, ne peut pas se mélanger. Hein. Ça, c'est un trait de caractère, en fait. C'est-à-dire que c'est pas trop une question de compétences, parce que les compétences, ça peut s'acquérir sur le terrain, ça peut s'apprendre avec les gens autour de nous au fur et à mesure. C'est plutôt des critères personnels, on appelle ça les soft skills, comme diraient les Américains, si on a marre de parler anglo-saxon. On va dire des compétences. Des traits de personnalité. Enfin, justement, pas des compétences, Pas des ça s'acquiert, compétences. en fait, les compétences. Qui sont, on est comme ça ou on n'est pas comme ça. Et je pense que le risque, la gestion du risque et la prise de risque en est un. Si c'est un sujet, je me souviens la première fois que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, quelqu'un m'a donné cette phrase, je ne l'ai pas compris tout de suite, hein, il m'a fallu un peu de temps, peut-être l'arrogance, on en revient à la même chose. Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, sans rire, tu vas te planter. Au début, je me suis dit, il exagère quand même, enfin, c'est pas très sympa, d'accord? Il y a eu un peu de temps, 5 minutes sont passées, il y avait un grand silence. Hein. Et en fait, droit dans les yeux, il m'a dit, si au moment où je t'ai dit ça, tu as des sueurs froides qui commencent à couler de ton front, t'y vas pas. Si pendant que je t'ai dit ça, tu t'es dit, ah ouais, vas-y. C'est bête, j'ai compris, je crois que 3-4 ans. Après, ce que sur le coup, j'ai fait, oui d'accord, il est gentil avec ses conseils, c'est gentil. J'ai compris 3-4 ans après ce que cette personne voulait me dire, en fait. Donc, je ne sais pas comment on peut le définir sur un mot, mais c'est un trait de caractère. Francis, tu valides ça, qu'il n'y a pas de profil type? Ah mais complètement, et je crois qu'il n'y a pas de débat sur l'inné et l'acquis à être entrepreneur. Pour moi, c'est comme une équipe de rugby. On peut être dans une équipe de rugby en faisant 1m60 ou en faisant 2 mètres, en faisant 40 kg ou en faisant 150 kg. C'est un travail où chacun a sa place. Après, effectivement, qu'il y a un certain nombre de compétences indispensables à acquérir pour pouvoir ensuite faire un bon entrepreneur, ça c'est sûr. Que ce soit des compétences métiers, des compétences de leadership, de charisme, de communication. Je pense qu'une des valeurs fondamentales de l'entrepreneur, c'est de savoir emmener les autres avec soi dans la folie de son projet. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais en revanche, n'importe qui peut décider de devenir entrepreneur. Et puis, il y a plein de manières différentes d'entreprendre. Encore une fois, vous pouvez entreprendre en faisant simplement mieux votre travail que le voisin. Moi, j'habite à Paris, dans une rue où il y a 5 boulangers. Il y en a un, il y a toujours du monde, et puis les autres, ils ont moins de monde. Il fait boulanger comme les autres, mais il est juste meilleur que les autres parce que il a été au bout de sa démarche. Et on peut innover, créer des expériences dans tellement de domaines. Aujourd'hui, il y a des startups qui se lancent dans le dépannage à domicile, il y a des startups qui se lancent dans plein de sujets qui ne sont pas forcément les plus sexy et les plus fun au départ et qui réussissent très bien. Donc voilà, je pense que moi, si vous voulez, pour juste partager une expérience, j'avais entendu un jour sur une radio nationale quelqu'un qui était devenu avec sa boîte le numéro 1 de la chaussette orthopédique au monde. C'était française, j'ai oublié le nom de cette société. Je me dis mais comment le gars il peut se lever tous les matins pour être motivé à faire ça? Sans doute que lui, il adore et que sa motivation. Voilà. Et moi, je joue au golf, mais je ne suis pas chirurgien. Donc voilà, je crois qu'il faut juste trouver quelque chose qui vous donne la niaque tous les matins quand vous vous levez et où vous dites je suis super heureux de rendre service à mes clients, j'ai pas l'impression de leur voler leur argent
et j'ai au contraire l'impression de leur créer de la valeur. Si vous avez ça, ben vous vous levez tous les matins comme moi avec le sourire, vous êtes heureux de faire ce que vous faites, et puis après, le succès arrive naturellement derrière. Je crois que c'est ça, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et la première chose, c'est comment je fais pour satisfaire bien un client. Si vous avez ça, vous pouvez entreprendre. Alors tout à l'heure, pardon, vas-y. Rifa. Puis parfois, c'est l'entrepreneuriat qui vous choisit. Moi, au départ, je ne voulais pas du tout entreprendre. J'ai fait des études, Bac+5, je devais travailler dans une boîte, je me voyais en CDI pendant très longtemps. Et en fait, j'ai créé ce mouvement en parallèle pour aider les entrepreneurs dans la communication et dans le réseautage, mais je n'étais pas du tout dans la vision d'entreprendre. Et au final, le mouvement a tellement pris que je me retrouvais à passer plus de temps avec le réseau que dans mon vrai métier. Et puis, au final, je me suis lancée. Donc, il y a aussi des histoires où c'est l'entrepreneuriat qui vous choisit. Et j'aime beaucoup l'histoire de la motivation parce que si on n'est pas motivé par ce qu'on fait, effectivement, on n'entreprend pas. Et il y a beaucoup une histoire de mission. Les entrepreneurs avec lesquels je discute au quotidien se sentent investis d'une mission. Je dois absolument faire ce projet, je dois aller vers ce projet, mais comment y aller, comment y arriver? Ils se sentent vraiment investis d'une mission et ils ont surtout envie d'impacter et d'apporter de la valeur autour d'eux. Donc je pense qu'une personne qui a envie d'apporter de la valeur autour de soi ne peut que être motivée et aller chercher à réaliser ses rêves, tout simplement. Alors tout à l'heure, je vais passer, on va venir à Pierre-François, mais je voudrais faire la transition. Tout à l'heure, Francis a dit qu'il y avait 3% de Français dans un sondage qui avaient envie de créer leur entreprise, mais qui n'osaient pas y aller. Et je crois avoir compris, toi, tu n'as jamais entrepris quoi que ce soit, tu as toujours été salarié. Tu as toujours finalement aussi, et là c'est une question aussi qui peut être intéressante de savoir, est-ce que c'est pas aussi rebondir, savoir quitter une entreprise pour une autre entreprise comme tu l'as fait, toujours avec succès. Mais toi, tu m'as dit n'avoir jamais osé créer ton entreprise parce que tu as toujours eu un peu peur de la difficulté, de la complexité que ça représentait. Alors, tu fais partie de ces 3% de Français. Donc. Ah, moi, totalement. Et à la question qui a été posée, est-ce qu'il y a une catégorie de gens, est-ce qu'on peut mettre dans des cases les entrepreneurs? Il y a eu de très belles réponses d'entrepreneurs. Et je pense que vous avez probablement raison. Maintenant, un salarié, tu l'as dit tout à l'heure, peut voir les entrepreneurs comme des surhommes, effectivement. Et moi, je sais que dans mon expérience personnelle, j'ai eu énormément de réussite dans mes entreprises salariées. J'ai commencé dans le tourisme, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à arriver à un poste assez sympa au niveau européen dans le loisir. Ensuite, j'ai été appelé pour diriger le centre commercial Grand Littoral, donc super expérience. Je commençais à rentrer dans la catégorie des cadres, un peu grand patron, un peu directeur général. Et puis tu as vraiment remonté le centre qui n'était pas bien en point. Enfin, on peut dire vraiment que tu l'as remonté. Voilà, remonté. En plus plutôt avec succès, donc c'était plutôt chouette. Maintenant, j'ai été appelé pour participer à l'ouverture du plus beau et du plus grand cinéma de France d'un groupe qui est le numéro 1 français de la distribution cinéma. Donc une fois de plus, dirigeant d'un centre de profit non négligeable. Et pourtant, j'ai toujours cette petite musique dans la tête qui me dit que j'aurais aimé être entrepreneur. Et j'aurais aimé être entrepreneur, c'est pas, comme j'ai commencé à le dire, c'est pas j'aimerais être entrepreneur. C'est qu'il y a une sorte de constat d'échec que je me fais à moi-même, où j'ai cette sensation que cette marche, elle est impossible pour moi à franchir. C'est intéressant ce qu'il dit parce que ça vient un peu. Mais c'est réellement. Ça vient un peu en contradiction de vous qui disiez il n'y a pas de profil type, etc. Pierre-François, et je suis un peu d'accord avec lui, a l'air de dire si, il y a quand même un profil type. Moi, je ne me reconnais pas dans l'entrepreneur. Je précisais qu'il y avait un trait de caractère qui était commun à tous, qui était la prise de risque en fait. Voilà. Je pense que c'est un élément fondamental. Mais tout à fait. Je pense que tu n'as pas envie de renoncer à ton confortable salaire, c'est ça? Eh bien non, je pense pas que ce soit. Je n'arrive pas en tout cas à mettre un nom sur ce qui m'effraie autant et ce qui m'empêche de le faire. Parce qu'en plus, je suis entouré de gens qui sont salariés, mais je suis entouré beaucoup de gens, d'amis, qui sont entrepreneurs, certains avec succès, d'autres qui ont connu des échecs. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens que je connais très bien, qui sont entrepreneurs, qui ont réussi une fois de plus, mais
il y a quelque chose de différent. Je pense qu'il y a réellement quelque chose de différent entre celui qui est capable d'entreprendre et celui qui n'arrive pas à entreprendre. D'ailleurs, attention, je ne suis pas en train de mettre d'échelle de valeur. Un salarié n'est pas moins bien qu'un entrepreneur et vice-versa. Moi, à titre personnel, je sais que l'entrepreneuriat est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. Je le repousse sans arrêt en disant que j'essaie de trouver des parades en me disant que là où je serais probablement le meilleur, c'est de mettre à profit toutes ces années d'expérience que j'ai pour accompagner un créateur d'entreprise. Donc je me trouve plus des parades qu'autre chose à me dire je pourrais servir à beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, mais à aucun moment je me sens entrepreneur et je pense pas l'être. Fondamentalement, on va déjeuner ensemble et je vais finir de te convaincre. mais ça serait génial parce que... Attendez, pas tout ça. Oui. Et alors, Henri Fa, qu'est-ce que tu disais? Je disais vous avez placé la barre tellement haute en tant que salarié. Là, aujourd'hui, vous êtes à un niveau que beaucoup de salariés n'atteindront jamais dans leur vie. N'exagérons rien. Et clairement, et du coup, le fait de repartir peut-être dans une base et en partant presque de zéro d'expérience d'entrepreneur, ça peut faire peur. Évidemment que ça fait peur. Là, mais c'est là où on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. On a le droit d'avoir des points. Bien sûr. Là, je pense que c'est très bien. Vous êtes heureux dans ce que vous faites. Et c'est génial. Et je suis bien d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas fait pour faire le même métier. Et il n'y a aucune échelle de valeur. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Alors oui, depuis quelques années, il y a un peu une mode entreprendre, c'est cool. Je ne sais pas si être chirurgien, c'est plus cool, moins cool. Je sais pas. Ce qui est sûr, si on joue au golf. Non, mais le principal est d'être réellement heureux et aligné, parce qu'entrepreneur ou équipe salariale, les uns sans les autres ne peuvent pas fonctionner. Donc si tout le monde se met à vouloir monter son truc, ou tout le monde se met à vouloir être dans les équipes, il va y avoir non, un mais problème. la transition, elle est parfaite pour parler carburant maintenant, quoi. C'est que Jérôme, Pierre-François, clairement, c'est le type même du mec qui pourrait tester l'entrepreneuriat sans prendre de risques, en louant pendant 3 mois, 6 mois. Ah bah, clairement, hein, c'est fait pour ça. Hein. On a parlé de beaucoup de choses. De tout ce que tu as entendu, ouais, c'est quoi ta synthèse? Alors, nous aurait essayé d'en faire une, c'est pas évident, mais parce qu'il y a eu beaucoup de sujets. J'entends que le rebond n'est pas une fatalité et forcément fait partie aussi de ce réseau-là et on essaye nous-mêmes d'apporter quelque chose. J'entends que quand on rebondit, eh bien, on se retrouve avec 3, 4, 15 sociétés derrière, donc il y a peut-être un effet boulémique à un moment donné. Pourquoi autant, hein? Je me jette la pierre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce qu'elles sont encore toutes actives ou finalement il en reste peut-être plus que 2 ou 3? Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends Pierre-François aussi dire, j'aimerais dans la recherche de l'entrepreneur, c'est de satisfaire un client, d'avoir envie de lui apporter quelque chose de différent qu'il ne trouve pas ailleurs, parce qu'il a eu besoin probablement à titre personnel de cet élément-là et qu'il a décidé de le partager avec tout le monde. Et ça, c'est le premier moteur finalement de l'entrepreneur. Et je dirais, attention à ne pas vouloir être entrepreneur parce que c'est tendance, parce qu'on est tous à la recherche de la licorne. L'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut supporter, porter dans un environnement juridique, fiscal et social de plus en plus complexe. Alors certes, on a la chance aujourd'hui d'avoir des interlocuteurs de plus en plus pédagogues, hein, franchement, puis la période l'a montré. Ils se sont vraiment mis en avant, que ce soit l'URSSAF, que ce soit les impôts, pour essayer de faire passer au mieux. Il n'empêche qu'on a de plus en plus de complexité à un moment donné. Je veux dire, aujourd'hui, alors je disais des gros mots en anglais tout à l'heure, mais compliance, piste d'audit fiable, ce sont des choses que la plupart des gens ignorent et pour lesquelles on est obligé de l'intégrer dans nos sociétés. Et quand on est patron de sa petite boîte, à aucun moment on est capable d'avoir 5 ou 6 casquettes de chirurgien, de dentiste, d'avocat, et c'est juste humainement pas possible. Alors déjà, quand on a l'énergie, la valeur ajoutée, c'est-à-dire la capacité d'apporter quelque chose de nouveau à un moment donné à ses clients, il y a tout le reste. Et là, ce reste, il est de plus en plus prenant, il nous ronge. Avant même de déposer le bilan, il y a une phase que nous, on observe, puisqu'ils viennent chez nous en nous racontant un petit peu leur histoire, ceux qui sont tombés, en nous disant, mais pendant 18 mois, j'étais esclave de ma structure juridique. C'est-à-dire que le peu de valeur que je créais, c'était pour le compte de l'administration. Comment il en est arrivé là?
simplement par négligence à un moment donné en se disant ce qui est important c'est que je satisfasse mon client. Donc c'est lui qui l'administratif, je le verrai après, la de compta, je le verrai côté, après. de toute façon je sais faire, j'ai fait des études, bac+5, la TVA c'est 20%, j'ai compris, arrêtez de m'embêter avec ça, et ainsi de suite. Mais c'est pas ça, c'est un sacerdoce de tous les jours. C'est pas compliqué, c'est complexe, ça vient bouffer, etc. Et quand on en arrive à avoir, Bernard, c'est un petit clin d'œil, l'huissier de justice qui vient taper à la porte pour réclamer le RSI, la CIPAV, des choses de... Mais là, ça y est, la machine s'est mise en route. Et pour pouvoir en sortir, ça demande beaucoup. Et donc c'est là qu'à un moment donné, toute cette phase-là qu'on cache sous le tapis, parce qu'à un moment donné, pourquoi ça serait l'administration qui pousse à un moment donné à l'échec ? Non, l'administration, les règles du jeu, elles existent. Elles sont méconnues, parce qu'on n'est pas formé pour ça. Elles sont changeantes, elles évoluent en permanence, donc il faut faire de la veille régulièrement. On a autre chose à faire que ça. Et notre croix, dans cette table ronde, et notre participation avec Isabelle et les rebondisseurs français, c'est de dire ne soyez plus esclaves de votre structure juridique. C'est franchement ça. Quand on dit qu'il n'y a pas de meilleur statut, il n'y a que des choix de vie, en fonction de vos choix de vie, il y a un statut qui s'adapte, un couple de statuts qui s'adapte un peu mieux, et ainsi de suite. C'est aussi dans l'esprit de pouvoir dire vous allez évoluer, et à un moment donné, peut-être que vous allez passer à la multinationale qui a levé X centaines de millions, qui est devenue une licorne, ou peut-être simplement que vous êtes l'excellent artisan du coin de la rue, qui fait la différence, sans aller chercher, etc. Et, non, l'entreprise n'est pas forcément synonyme de levée de fonds. Elle a, à un moment donné, pour accueillir votre valeur ajoutée, communiquer avec les tiers. Mais ce qui compte dans cette structure, c'est pas la société qui a de la valeur. C'est vous ce que vous y mettez dedans. Votre valeur ajoutée, votre patrimoine immatériel, l'ensemble du patrimoine que vous avez pu constituer en termes de marques, de recettes, de baguettes et de restaurants, voilà, cet ordre-là. Et ça, on peut le prendre, le déplacer, le mettre dans une autre structure juridique. Et ça, c'est aussi notre promesse. Et ça, ce discours-là, le fait que Carburant aujourd'hui se lance, c'est pour, je ne te parle pas à toi directement, mais pour des gens comme toi qui avaient cette petite idée dans la tête mais qui n'osaient pas, ça peut les aider, tu penses, à franchir le pas ? À mon avis, complètement. À mon avis, oui, absolument. C'est probablement... Parce que moi, quand je parlais de mon cas, je suis dans cette catégorie, et il y en a pas mal quand même, de salariés qui ont travaillé, qui sont depuis 20-25 ans salariés, qui sont effectivement arrivés à un stade ou à un niveau, en tout cas, de cadre ou cadre dirigeant. Et ces gens-là se posent la question à un moment de leur vie en se disant « Et l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est ?» Donc, par rapport à cette catégorie de gens, on ne parle pas des entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis la première minute où ils ont mis un pied sur terre. J'en connais, vous en faites partie apparemment. C'est pas ça. C'est vraiment ceux qui... C'est les gens qui viennent sur le tard. Qui viennent sur le tard, exactement. Eh bien, cette solution-là, indéniablement, pourrait tout à fait nous mettre en confiance pour se dire, bah oui, du coup, ça enlève cette petite pique qu'on n'a pas depuis le départ, qui est on va m'aider à prendre le risque. Oui, deux remarques très rapidement. Je pense que la première, quand on regarde un peu les statistiques des âges des entrepreneurs, en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui lancent très jeunes à la sortie de l'école. Moi, ça a été mon cas, 1 an après la sortie de l'école. Et puis, ça se calme. Et ça se calme généralement pour des raisons très pragmatiques. Mariage, enfant, crédit sur la maison. Et donc, entre 30 et 45 ans, 50 ans, tous ces gens, finalement, sont un peu contraints par leur CDI, la nécessité d'avoir un salaire à la fin du mois. Et donc, et puis après, les 2 ans de chômage, qui, pour le coup, est très bien en France après un divorce, voilà. À part les 2 ans de chômage qui sont très bien en France pour permettre à des entrepreneurs, effectivement, de se lancer. Pour le reste, tout est fait pour vous garder. Vous avez le confort, la voiture de fonction, la représentation, tout ce qui va bien. Et puis, on regarde après, une fois que les enfants quittent le foyer, que la maison est payée, à 55 ans, on retrouve des entrepreneurs, des gens qui se lancent à ce moment-là parce qu'ils disent c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je peux me faire plaisir et je vais lancer une boîte. Et c'est dommage parce que c'est clairement entre 40 et 50-55 ans qu'on est les meilleurs pour entreprendre. Parce qu'on a l'expérience, on est connecté, on a l'énergie, on a l'envie.
on a tous les éléments pour réussir. Et c'est très dommage, effectivement, de ne pas le faire. Et puis, le deuxième élément que je voulais dire, il y a aussi une tendance de fond très, très forte avec l'émergence de gens qui veulent être indépendants. Donc, beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup de freelance, on le voit sur toutes les plateformes Malte et autres. Et je crois que, et je l'ai vu encore récemment avec quelqu'un à qui on a proposé de s'associer, qui finalement n'est pas venu, il a préféré se mettre en indépendant. Je crois qu'il y a un peu un miroir aux alouettes, c'est-à-dire qu'être indépendant, c'est pas non plus être entrepreneur, parce que ce passage, quand on commence à avoir une activité qui marche, quand on est indépendant, en se disant on va scaler ce qu'on est en train de faire et on va avoir une structure, avoir le premier salarié, le deuxième salarié, ce passage de l'état d'indépendant à l'état d'entrepreneur est très difficile à passer. Et là, je pense qu'il y a une chose à faire pour accompagner ces gens, parce qu'on est les champions des auto-entrepreneurs en France, mais quand on regarde la taille des boîtes par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre, on est en moyenne des PME beaucoup plus petites. Et il faut réussir à faire cet accompagnement, faire passer ces gens du statut d'indépendant vers celui d'entrepreneur. C'est marrant, ta première anecdote, ça m'a fait penser à quand j'ai annoncé à mon ex-belle-mère il y a très très longtemps que je montais. Donc tu as divorcé aussi. Quand j'ai annoncé, donc j'avais envie de monter ma boîte, et elle m'a dit mais tu vas pas quitter ton entreprise, tu as une voiture de fonction. Et ouais, c'est exact. Le confort. J'avais une Fiat Punto, je précise, et donc la première réaction c'est mais tu vas pas partir, tu as une voiture de fonction, comme si c'était la panacée quoi. Ouais, et c'est ce confort dans lequel nous met le CDI qui fait que finalement beaucoup de gens se disent est-ce que je prends le risque ou le confort, et on en revient à la question du risque, c'est souvent ça, est-ce que je suis prêt à lâcher mon confort pour des larmes et des sueurs. Alors, Nathalie, on connaît une crise sanitaire qui nous emmerde depuis quelques mois, on peut le dire, et qui a entraîné une crise économique. Est-ce que ça ne va pas être une opportunité pour Carburant d'avoir, j'allais dire malheureusement, mais en tout cas un tas de gens qui vont se retrouver peut-être licenciés, ou leur entreprise va fermer ou, En fait, une crise, c'est un moment particulier où à la fois il y a énormément de difficultés, et je ne veux pas les sous-estimer, mais aussi des opportunités. Il y a aussi un nouveau monde qui potentiellement va émerger, alors on verra ce qu'il est, mais en tout cas c'est possible qu'il y ait des opportunités. Aujourd'hui on était sur une démarche avec du business plan et des prévisionnels sur 1 an, etc. Là ça vole en éclats, on est à la semaine, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, etc. Donc si quelqu'un a une idée aujourd'hui, qui veut la mettre en pratique, qui veut entreprendre, je pense qu'il ne faut pas s'apesantir sur des démarches chronophages, de savoir quel est le bon statut, que machin, comment je vais faire, etc. Non, la vraie question, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est en quoi est-ce que je peux apporter de la valeur et comment est-ce que je peux la mettre tout de suite à disposition du marché. Et c'est pour ça qu'on a créé un produit qui s'appelle la location d'entreprise. Il y a des entreprises déjà créées qui sont sur étagère. Vous les louez au trimestre et vous lancez votre activité en 48 heures. L'objectif, c'est quoi? C'est quel est mon marché, quels sont mes clients, qu'est-ce que je veux leur apporter, et on y va. Et j'ai rien à perdre, parce que si je me plante... Carburant s'occupe, Carburant a le mandat social, donc Carburant s'occupe de toutes les obligations fiscales, réglementaires, comptables. Et j'ai le droit de me planter. Voilà. Tout à fait, puisqu'en fait, à la fin du trimestre, si vous considérez que ça ne marche pas, ou au bout de 6 mois, vous dites ah ben non, vraiment là, c'est pas génial. Bon, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai payé mes loyers, c'était forfaitaire, je savais quel était le prix à payer. Et c'est combien par mois? C'est environ 500 € par mois, donc voilà, pour 500 ça reste € tout à par fait mois, accessible. Je peux tenter la chance. Exactement, au bout de 3 mois, vous dites bon voilà, j'ai pas l'impression que ça va continuer, j'arrête. Et puis l'URSSAF viendra pas me chercher dans 2 ans, je serai pas inscrit sur le fichier des incidents 040 et personne ne viendra sonner à ma porte à 6 h du matin pour me réclamer ma maison. Donc voilà, on reste sur quelque chose qui est simple, qui est en tout cas packagé, et on l'a fait justement de cette sorte, puisque nous, notre objectif, c'est que de libérer l'énergie d'entreprendre justement, et que les 30% de personnes qui n'entreprennent pas parce qu'ils ont peur de l'administration, au sens large, l'espèce de magma des obligations fiscales, réglementaires, de est-ce qu'on va venir me chercher, etc. Ces 30%-là qui ont peut-être un projet ou une envie, comme Jean-François, puissent le faire de manière plus sereine en tout cas.
Christian, Philippe, donc vous êtes en charge vous avez participé à la conception du produit carburant. Vous êtes avocat, expert comptable et commissaire aux comptes, je crois même. C'est légal, carburant? Parce que j'aurais peut-être dû commencer par cette question en premier. Alors c'est légal, oui. Oui, par définition, c'est légal. De louer une entreprise qui est pas la nôtre, en fait. Non, oui, bien sûr. En fait, Jérôme a quand même il a de nombreuses qualités et notamment il a des compétences juridiques et comptables qui font qu'il défriche énormément en amont et quand il vient nous voir, il a quand même une idée déjà qui a été bien creusée et je ne veux pas parler pour Philippe qui est le commissaire aux comptes, hein, mais nous on est là pour faire un peu les sparring partners et pour dire bon ça marche pas et puis après il faut affiner, il y a tel sujet, il faut aller creuser un petit peu plus par là, ça faut écarter parce que c'est un petit peu c'est pas dans les clous. Et en fait l'idée de carburant, ça repose quand même sur un texte qui date de 2004, hein, c'est une loi qui maintenant est assez ancienne, qui n'a jamais été utilisée. La location d'actions, en tant que professionnel, moi je ne l'ai jamais mise en place dans aucune entreprise, et parce que ça n'a jamais trouvé son marché. Mais on a eu un législateur à un moment qui a eu ce trait de génie, et qui s'est dit il y a peut-être quelque chose qui peut marcher, et il fallait attendre que Jérôme se pose sur le sujet pour qu'effectivement on voit à quoi correspond ce produit qui a été créé en 2004, qui n'a pas été marketé, qui n'a pas été lancé, qui n'a pas été porté et qui en fait répond à un vrai besoin. Donc oui, il y a un cadre juridique extrêmement normé, c'est clair, c'est assez simple en plus et après bon, c'est vrai qu'il y a tout un environnement juridique qui est très contraignant, hein. Jérôme est un peu pudique là-dessus, mais il met derrière en place il gère des contraintes bancaires, des contraintes de compliance, comme il disait tout à l'heure. Et ça, le client le voit pas, tout ça. Et ça, le client le voit pas, mais il y a un énorme travail je dirais administratif, en back-office, comme on pourrait dire pour une banque, et qui est porté par les équipes de carburant et qui permettent effectivement bien de donner un produit qui paraît simple en soi. Et effectivement, c'est l'entreprise sur l'étagère, hein, c'est l'image qu'on en a aussi au Royaume-Uni et qui existe, hein, et donc c'est ça, on vient prendre son entreprise et en fait on passe un contrat de location comme j'irais louer un studio où c'est pas plus engageant que ça, quoi, hein, et derrière on n'a que le seul risque, c'est de réussir, hein, c'est ce que disait Francis tout à l'heure. Philippe, tu as dû en voir, toi, des petits patrons ou des plus gros patrons se planter parce que justement, ils n'ont pas vu le rouleau compresseur administratif français qui s'avançait. Effectivement, la difficulté pour un chef d'entreprise, c'est tout le back-office, c'est-à-dire savoir gérer la société, savoir respecter toutes ses obligations légales, fiscales, déclaratives, et c'est quelque chose qui peut éventuellement détourner le chef d'entreprise de son attention particulière. Le chef d'entreprise, à mon sens, doit s'orienter vers ce qu'il sait faire, c'est-à-dire son activité, développer son entreprise, et un petit peu moins gérer l'entreprise, le back-office, l'entreprise en tant que telle. Est-ce que carburant empêche de se planter? Est-ce que c'est une garantie anti-plantage? Empêcher de se planter, peut-être pas, mais des garde-fous. À savoir, par exemple, donc le locataire, celui qui va louer l'entreprise, ne peut pas dépenser plus que ce qu'il ne reçoit en termes de chiffre d'affaires, en termes de trésorerie. Donc ça évite déjà d'avoir une mauvaise gestion et de risquer d'avoir des dépôts de bilan ou d'avoir une défaillance bancaire. Donc ce sont des garde-fous mises par Jérôme dans le cadre de sa location d'entreprise. D'accord. Et de savoir que Carburant est seul sur le marché, vous allez certainement avoir des concurrents bientôt, Jérôme, non? Les concurrents permettent de stimuler aussi, je pense, l'activité, non, Jérôme? Oui, c'est même un souhait, hein, quelque part. Aujourd'hui, la location d'entreprise n'est clairement pas un concurrent à la création d'entreprise. C'est vraiment un marché parallèle à destination du plus grand nombre. Et, même si on est serial créateur avec une vraie expérience, on va vouloir à un moment donné isoler
son nouveau projet dans une structure à part pour pas qu'elle soit complètement phagocytée par sa structure première et de se dire je lui donne sa chance et si ça fonctionne, je passe à la création d'entreprise ou je rachète cette société louée. Donc, en tout cas, Philippe et Christian, vous n'êtes pas très corporatistes parce que Carburant, ça ne va pas faire bosser vos copains avocats ou experts comptables. Hein. Ils ne vous en veulent pas d'avoir créé ce monstre Carburant? Alors, ce n'est pas tout à fait le terme, puisque la preuve, c'est que nous sommes là. Donc déjà, Jérôme s'est s'entourer de conseils. Donc les avocats, les experts comptables interviennent dans le cadre de Carburant. Le législateur a obligé un certain nombre de contraintes, notamment d'avoir un commissaire aux comptes dans les entreprises louées. Donc il y a quand même une intervention des conseils, aussi bien avocats, experts comptables, derrière l'activité de Carburant. Bon, après, c'est l'évolution de notre métier d'avocat. Hein. Il y a des choses qui sont... il y a des activités à forte valeur ajoutée et des activités à moins forte valeur ajoutée. Et je pense qu'on est prêt et surtout à passer le relais à des structures comme celle de Jérôme pour traiter des activités à moins forte valeur ajoutée et nous permettre de structurer avec Jérôme des projets un petit peu plus un peu différents, un peu innovants. Et c'est peut-être aussi un mal français hein, d'essayer de faire croire qu'il y a de la valeur à constituer une société, alors que c'est un acte essentiellement administratif et qui porte pas en lui une complexité particulière. Et donc, libérons cette énergie-là et ne focalisons pas sur un acte administratif et aidons plutôt à travailler sur des produits qui sont un petit peu innovants comme ceux qui sont portés par Carburant. Et alors, on va devoir conclure puisqu'on arrive au terme de notre réunion. Je voudrais vous poser une question la même à tous. Alors évidemment, le premier va avoir plus de problèmes pour y répondre que le dernier parce qu'il aura le temps d'y réfléchir. Mais Isabelle, c'est quoi pour toi le secret de la réussite ? Qu'est-ce que tu auras envie de dire, en tout cas, aux gens qui nous regardent là ? Alors, merci beaucoup pour cette question et d'être la première à répondre. J'apprécie. Le secret de la réussite... Ouais, ou un conseil plutôt. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous regardent et qui hésitent ? La réussite, déjà, est très personnelle. Donc, la première chose que je me permettrais de dire, ce que je me dis à moi-même, c'est de bien se définir quelle est la définition propre de la réussite, parce qu'on n'a pas d'obligation d'avoir la même. Et je pense que le principal, c'est d'être aligné avec ses propres valeurs et ses propres définitions de la réussite. Donc partant de là, bien mal celui qui pourra donner un conseil, parce qu'on a tous des réussites différentes. La seule chose auquel je crois réellement est de ne jamais avoir peur. Et je le crois dans beaucoup de sujets. Et c'est l'actualité. Ne jamais avoir peur, parce que c'est souvent la peur qui nous freine, quel que soit le sujet, quels que soient nos objectifs. Encore une fois, je me le répète tous les matins, je ne suis pas un grand Manitou, donc ce n'est pas un conseil que moi-même j'ai digéré, je me le dis. À chaque fois que j'ai eu peur, j'ai été freinée dans mes objectifs, et en tout cas dans l'atteinte de mes objectifs, que ce soit personnel ou professionnel. Donc ne pas avoir peur et n'ayez pas peur, c'est réellement le message que je souhaite Francis ? Je pense que je rejoins totalement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que chaque période de crise est une période aussi de formidables opportunités. Nous, on vient de créer notre nouvelle société il y a un mois, en pleine crise, en plein milieu d'une crise incroyable. Je crois que c'est notre devoir, nous aussi, de donner de l'espoir et de montrer qu'il y aura un après. Alors, après, chacun a son avis sur le sujet, surtout ici à Marseille. Mais bon, moi, mon avis, c'est que ça s'arrêtera quand on aura un vaccin. Et donc, il faudra encore sans doute attendre quelques mois pour ça et qu'il va falloir vivre avec jusque-là. Mais je pense que ceux qui se préparent aujourd'hui à l'après-crise seront ceux qui en profiteront le plus au moment où ça repartira. Ça a été le cas en 2008, ça a été le cas après le premier choc pétrolier. Systématiquement, c'est des périodes où il y a des cartes qui sont rebattues et ceux qui seront être les plus agiles, ceux qui sauront aller le plus vite, seront ceux qui, sans doute, sortiront renforcés de cette période-là. Et des crises, il y en aura d'autres. Et donc, il faut s'adapter, malheureusement, aujourd'hui, à un monde qui va de plus en plus vite, à un monde de services, d'expérience. Ce monde
fait de taylorisme, de gens qui sont toute la journée à faire la même chose. Il est en train de changer très fortement, très très vite. Et je crois que tout le monde a intérêt à y gagner parce que c'est le monde de la créativité. Et je pense qu'en France, on a beaucoup d'idées. On est des créateurs et avec des gens très bien formés. Donc on a vraiment un bel avenir. Et je suis toujours désespéré de voir les statistiques en France des jeunes qui rêvent de rentrer dans l'administration. Ouais, ou qui ne rêvent plus et qui pensent que leur avenir soit moins bon que celui de leurs parents. Quand vous faites les mêmes sondages en Afrique, on a une jeunesse qui a envie d'aller dévorer le monde et qui est beaucoup plus optimiste sur son avenir. Donc voilà, je crois qu'il faut arrêter peut-être tout le temps de critiquer et agir plus. Henri Farr, que le conseil que tu pourrais donner? Oui, ce serait, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent et qu'on fréquente le plus. Donc c'est vraiment choisir les personnes avec lesquelles on veut avancer et surtout ne pas laisser les avis extérieurs dicter ce qu'on a envie de faire. Si on sent l'envie d'entreprendre, si ça fait quelques années, quelques mois, quelques semaines que ça nous travaille, eh bien c'est de s'écouter et de faire confiance à son instinct. C'est important aussi. Le secret de la réussite, Pierre-François, pour toi, c'est d'aller au cinéma, j'imagine? Le secret de la réussite, c'est qu'il y ait beaucoup de films qui sortent. Le secret de la réussite, alors ça, c'est effectivement compliqué à y répondre dans le sens où, à partir de quand on considère avoir réussi. Tu te le dis, toi? Ah non, moi pas du tout. Moi, je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt tout à fait optimiste sur l'avenir et je me dis que la réussite, elle est encore devant moi. Et pour les gens qui nous regardent, donc ils ont vu un non-chef d'entreprise et puis que des créateurs, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous regardent? J'ai envie de leur dire, si jamais je passe le pas, si ce rendez-vous m'a donné l'occasion de passer le pas et si Carburant me permet de passer le pas, je n'hésiterai pas à revenir à la prochaine émission pour dire « ça y est, je suis entrepreneur moi aussi ». Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de dire en dernier mot à tous ceux qui nous regardent, à nos auditeurs, ta notion de réussite? C'est sûr que la notion de réussite, elle est très personnelle et chacun a la sienne. Moi, ce que je pense, c'est que le secret, c'est que chaque jour, il faut apprendre quelque chose et vraiment se forcer à être curieux, à apprendre, à regarder. Et tous les jours, pas regarder ce qu'on a récolté, mais plutôt ce qu'on a semé pour l'avenir. Et les deux, là? Alors pour moi, je dirais l'audace. C'est vrai que le secret de la réussite, c'est l'audace pour moi, et de savoir bien s'entourer, hein, pour pouvoir accompagner cette réussite tout au long du développement de la société. Christian? Alors, moi, la question est compliquée, mais je pense que c'est la cohérence. Hein. Il faut être tous les matins pouvoir se lever en se disant j'attaque une journée et je suis content de l'attaquer et je suis cohérent avec moi-même quand je vais faire ce que je fais. Hein. Donc c'est vendre un produit en disant que j'apporte de la valeur ajoutée, c'est apporter un conseil en disant que j'apporte un conseil qui va aider. Et en fait, moi, je regarde toujours avec... je suis aussi un entrepreneur frustré, hein, ou en tout cas, je regarde avec beaucoup d'envie les clients qu'on accompagne et qui réussissent dans leurs projets. Et je me dis toujours, j'aurais bien aimé être un de ceux-là. Alors, c'est peut-être ça... c'est peut-être un échec en soi, hein, c'est une non-réussite, comme dirait quelqu'un qui nous gouverne. Ah, Christian, ne dis pas ça. C'est le fait de vivre par procuration les réussites des clients qu'on accompagne. Et, donc tu as raté ta vie, on va finir là-dessus. Alors, voilà, mais ça sera une autre émission, si tu veux bien, on en parlera. Non, Jérôme, c'est toi qui vas conclure. Ah ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de nos échanges? Est-ce que tu sens que Carburant arrive au bon moment sur le marché? J'en suis persuadé, sinon on n'aurait pas autant investi avec l'ensemble des équipes ces derniers mois pour accélérer le pas, justement pour être prêt pour la crise. C'est un projet qu'on porte depuis longtemps et qu'on voulait être disponible le plus rapidement possible pour... c'est pas de l'orgueil de dire ça, mais aider à un moment donné à rebondir, parce que c'est le mot qu'on a choisi aujourd'hui, et d'avoir cette chance de saisir l'opportunité et de se dire justement, j'ai essayé et ça marche, ou j'ai encore une autre idée et je vais l'exploiter et je vais aller un peu plus loin. Le secret de la réussite, puisque c'était la première question et je vais finir là-dessus, et je serai un peu moins sévère que Christian, pour moi c'est la satisfaction client. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est satisfait par le service et toute l'énergie qu'on a dépensée à un moment donné et qu'on a un client qui nous dise merci, finalement, c'est peut-être ça la réussite.
Eh bien, merci beaucoup, Jérôme. On va terminer là-dessus. Merci vraiment à toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que de l'autre côté de votre écran, vous aurez trouvé ça aussi intéressant, en tout cas que nous, sur le plateau. Et puis, bonne chance à tous. Et puis, mettez du carburant dans votre vie si vous voulez avancer. Je crois que c'est ça. Merci.